Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune. Donc tout à l'heure, j'ai montré une petite séquence vidéo là que vous trouvez sur YouTube. Il y a un coiffeur à Paris, dans le premier Place de la Victoire, qui coupe les cheveux tous les soirs de pleine lune. C'est 57 €. Et ça dépasse pas 5 minutes, hein, la coupe. Et donc, vous avez entendu parler que la Lune a plein d'effets, vous avez entendu dire que la Lune a plein d'effets sur plein de choses. Et donc, l'objectif de ce cours, c'est de parler de ça. Qu'est-ce que c'est que la Lune? Quels sont ses effets? Et d'adopter surtout une démarche scientifique vis-à-vis de tout ça. Je ne dis pas que tous ceux qui pensent ça sont des imbéciles, je ne dis pas que tous ceux qui disent le contraire sont des gens bien, je ne dis rien. D'accord? Je dis simplement qu'on est confronté à une question, si vous voulez, et on va essayer d'y réfléchir. D'accord? Avec une démarche scientifique, c'est-à-dire que la démarche scientifique, c'est on ne peut pas dire n'importe quoi. À partir du moment où on dit quelque chose, il faut argumenter, il faut faire des expériences, il faut essayer de le reproduire, il faut essayer de le vérifier aussi. Parce qu'il y a plein de choses qu'on croit et qui ne sont pas vraies. Et c'est facile à vérifier, enfin des fois. Des fois, c'est plus difficile à vérifier, hein. Enfin, ça dépend des choses auxquelles on croit, mais l'existence de Dieu, tout ça, c'est très compliqué. En ce qui concerne la Lune, il y a plein d'effets qui sont assez simples à vérifier et à propos desquels on peut parler. Et puis, j'imagine aussi qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas sur la Lune, et donc ça me permettra de vous en parler. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un point sur la Lune. D'accord? Voilà. Donc, c'est parti. Alors d'abord, comme l'autre fois, hein, je vais commencer par le fait que la Lune, ça attire, comme on dit, un buzz incroyable. Il y a énormément de choses, de gens qui vivent uniquement grâce à la Lune. D'accord? Ils vivent de ça. D'accord? Par exemple, vous avez des gens qui fabriquent des applications pour les iPhones. Ça rapporte beaucoup, hein, quand vous êtes fabricant de ce genre de trucs, et que vous l'achetez ou que vous le téléchargez, celui qui l'a fait récupère de l'argent et on peut rapidement être riche avec ça suivant le nombre de gens qui l'achètent. Ça, c'est des calendriers qui sont vendus par des gens sur ce qu'il faut faire en fonction de la phase de la Lune. Vous voyez, par exemple, donc c'est un vieux calendrier, hein, c'est de 2010. Ça, c'est les périodes favorables aux coupes de cheveux. D'accord? Ça, c'est des périodes... Par exemple, moi, je me suis fait couper les cheveux, on m'a chopé hier soir. On a bien, évidemment, regardé la Lune. Hein. Là, c'est les poils qu'il faut... les poils, c'est différent des cheveux. Hein. Vous étiez au courant? Les poils, c'est beaucoup plus gros que les cheveux, en fait. Ça n'a rien à voir. Et donc, il ne faut pas traiter les poils comme les cheveux. Et la Lune, évidemment, ne traite pas du tout les poils comme les cheveux. Et donc, il ne faut pas s'épiler les mêmes jours qu'on se fait couper les cheveux. C'est bien connu. Hein. Il y a aussi un autre aspect, c'est un produit. Hein. Là, c'est de la bière, par exemple. Donc, cette bière-là est fabriquée, alors elle a un mystère parce qu'elle n'est pas très claire. On ne voit pas à travers. Et donc, il y a des anciens qui disent qu'elle a été fabriquée les soirs de pleine lune et ça lui donne des pouvoirs, etc. Alors, je passe, bien sûr, tout ce qui est plus connu. Hein. Il y a aussi jardiner avec la lune. Il y a par exemple le catalogue qui s'appelle le catalogue Rustica, qui est vendu, je crois, à 2 millions d'exemplaires par an. Chaque année, il y a 2 millions d'exemplaires et ça coûte 15 € le bouquin. À fabriquer, ça ne coûte pas grand-chose. Et donc, rien qu'avec ça, je pense qu'ils doivent faire leur chiffre d'affaires pour l'année, quoi. Tranquille. Hein. Uniquement en vendant un livre. Alors, chaque année, en plus, ce n'est pas difficile à reproduire. Hein. Il suffit de... Enfin bon, c'est pas difficile à faire. Et ça rapporte énormément d'argent. D'accord? Donc d'abord, la Lune, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un peu la carte d'identité astronomique de la Lune. Hein. Donc là, vous avez toutes les informations sur la Lune. La Lune, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est quelque chose qui se trouve à environ 400 000 km de la Terre, qui met à peu près un mois pour faire le tour de la Terre. Il y a plusieurs types de révolutions. Hein. Le mois lunaire, c'est, disons, le temps que met la Lune pour faire un tour autour de la Terre. D'accord? La Lune, c'est un satellite naturel de la Terre.
Ce satellite met environ 1 mois pour faire le tour de la Terre. Il y a différents types de périodes qui sont de l'ordre du détail à ce niveau-là. C'est de l'ordre du mois. Hein. L'intervalle entre 2 levées de lune sur la Terre, c'est 24h50, donc c'est à peu près la durée d'un jour terrestre, parce que le lever de lune sur la Terre, c'est essentiellement dû à la rotation de la Terre sur elle-même. Le diamètre de la Lune, c'est à peu près 1/4 du diamètre de la Terre, donc c'est quelque chose qui est plus petit que la Terre, c'est à peu près gros comme Mars. La Lune, d'accord ? La masse de la Terre, c'est 1 centième. La masse de la Lune, c'est de l'ordre du centième de la masse de la Terre. C'est un peu moins dense, c'est-à-dire que si on prend, je ne sais pas moi, une poignée de Terre et une poignée de Lune, ben c'est la Terre qui pèsera plus lourd. La température de la Lune, c'est très contrasté. Hein. Vous avez des périodes, des zones qui sont à l'ombre, où il fait environ 130 degrés, et les zones qui sont éclairées par le Soleil sont à 170 degrés. Donc si vous êtes juste à la transition entre l'ombre et la lumière, vous avez des fortes contraintes thermiques. D'accord ? Tout ça, c'est dû au fait que la Lune n'a pas d'atmosphère, et donc il n'y a pas d'échange de chaleur à la surface de la Lune. Les échanges de chaleur se font par l'intérieur de la Lune, et pour transmettre la chaleur à travers un corps solide comme la Lune, c'est plus compliqué qu'à travers l'atmosphère, comme c'est possible sur la Terre. Donc il y a des très très forts contrastes thermiques sur la Lune. C'est essentiellement dû au fait qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et en plus, l'atmosphère nous protège d'une certaine partie des rayons lumineux. Sur la Lune, on se prend les rayons du Soleil en pleine figure. D'accord ? Donc c'est assez dangereux la surface de la Lune de ce point de vue-là. Donc il n'y a pas d'atmosphère. Les roches qu'il y a en surface, c'est essentiellement des roches... alors ça, c'est la définition géophysique de ces roches. C'est du régolithe, c'est du sable. Typiquement, c'est du sable. Et des roches d'origine volcanique. D'accord ? L'âge de la Lune, c'est environ 4,5 milliards d'années, donc c'est à peu près le même que l'âge de la Terre, et on pense que la Lune s'est formée juste après la formation de la Terre par l'impact sur la Terre d'un objet de la grosseur de Mars, qui se promenait par là, qui a tapé sur la Terre, qui a été complètement désagrégé, et qui s'est reformé un petit peu plus loin. D'accord ? Il est dynamiquement très très difficile de former un objet, ou de capturer un objet comme la Lune depuis la Terre. C'est pas possible, d'accord ? À la distance où on se trouve du Soleil, un objet comme la Lune devrait être une planète. Mars, par exemple, c'est une planète qui tourne autour du Soleil. Là, on a une sorte de planète comme Mars qui tourne autour de la Terre. C'est très difficile à expliquer et à comprendre. Ça fait environ qu'une vingtaine d'années qu'on a compris par des simulations, par des modèles, que en fait, la Lune s'était formée après qu'un impacteur se soit désagrégé en heurtant la Terre. Donc la Terre a failli y rester. Hein. Si l'objet avait été un tout petit peu plus gros que ça, les deux auraient explosé complètement et la Terre aurait été détruite. Donc on a failli tous mourir à cause de la Lune, mais finalement on n'a pas tous mouru et la Terre a survécu à ça. Ça a dû être assez violent. Hein. Et la Lune s'est reformée un petit peu plus loin. D'accord ? Et puis on dit souvent que c'est une planète morte parce qu'il ne se passe rien sur la Lune. Enfin, c'est ce qu'on croit. Hein. Qu'on pense. C'est une planète morte parce qu'il n'y a pas d'activité interne. Hein, si vous descendez vers l'intérieur de la Lune, vous allez toujours trouver à peu près la même chose. C'est un petit peu plus chaud, mais il n'y a pas d'activité volcanique, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de volcanisme, il n'y a rien du tout. La Lune, c'est une planète morte. D'accord ? Alors, si vous regardez un petit peu plus en détail, si vous n'avez jamais vu la Lune dans un télescope, je vous encourage à le faire. C'est vraiment un spectacle extraordinaire. Il y a la vie avant et la vie après. Hein. Avant, si on est stressé, si on a peur des je ne sais pas quoi, si on n'est pas heureux ou quoi, vous regardez la Lune dans un télescope et vous allez changer. Hein. C'est vraiment un spectacle extraordinaire. C'est rempli de cratères. D'accord ? Enfin, la Lune et d'autres objets comme Saturne, Jupiter, vous regardez ça dans un télescope, ça change votre vie. Hein. Donc il y a ce qu'on appelle des mers, ça c'est ce qu'on appelle des mers, les endroits noirs. Et puis il y a des champs de cratères, d'accord. Et plus on regarde, plus on voit des cratères. Le premier qui a vu ça, c'est Galilée, en 1609. Et sa conclusion, ça a été de dire que la Lune, c'est comme la Terre. Il y a des montagnes, il y a des vallées, etc. etc. D'accord. Avant Galilée, on pensait que la Lune, c'était le premier objet cosmique, et donc que sa surface était complètement lisse et complètement polie. C'était la théorie aristotélicienne. Bien entendu, ça ne tient pas.
Et tous les cratères qu'on voit là, en fait, ce sont les résidus de la formation du système solaire. D'accord ? Au début de la formation du système solaire, il y avait énormément de petits objets qui se promenaient dans le système solaire, et donc il y avait énormément d'impact. On a parlé la dernière fois qu'il y avait beaucoup d'impact, hein, une certaine fréquence qui va un peu diminuant avec le fait que ça se raréfie au cours du temps, parce qu'il y en a de moins en moins. Chaque fois qu'il y en a un il y en a un de moins, disons. Un impact, c'est un objet de moins. Et donc, comme il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien du tout, hein, il n'y a personne qui fait rien, qui construit des autoroutes, des métros ou je ne sais pas quoi, eh bien, si vous avez laissé quelque chose sur la Lune il y a 1 milliard d'années, ben, ça y est toujours. Il n'y a rien qui l'enlève, il n'y a rien qui le pousse, il n'y a rien du tout. D'accord ? Et donc, tous les cratères qu'on voit, ben, c'est l'histoire des cratères des cailloux qui sont tombés sur la Lune. D'accord ? Alors, Galilée avait calculé la hauteur des rebords des cratères. Hein, vous voyez, là, il y a un très gros cratère. On peut calculer, avec des jeux d'ombre et de lumière, la hauteur de ces montagnes. Ça fait environ 1 à 2 km pour les plus grands. D'accord ? C'est tout à fait possible. Alors, vous savez qu'on y est allé sur la Lune. D'accord ? Enfin, certains disent que ce n'est pas vrai. D'accord ? Il y a des adeptes du complot qui disent que ce n'est pas vrai, on n'est pas allé sur la Lune. Donc, c'est les Américains, les premiers qui sont allés sur la Lune à la fin des années 60. D'accord ? Donc, on a construit une fusée qui s'appelle Saturne V. Ça a mobilisé quasiment plusieurs dizaines de pourcents de l'activité économique européenne, de l'activité économique américaine de cette année-là. Et le décollage de la fusée Saturne V, ça a mobilisé 2% de l'énergie produite sur la Terre dans cette année-là. Donc ça a été une grosse mobilisation à l'échelle internationale, on peut dire, même si c'est que les Américains qui en ont bénéficié et qui l'ont utilisé, pour envoyer à cette époque-là cette fusée sur la Lune. D'accord ? Les Américains avaient décidé de retourner sur la Lune. Obama avait dit « Ouais, il faudrait qu'on retourne sur la Lune. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Les Américains ne savent plus aller sur la Lune. D'accord ? Ça nécessite des compétences technologiques, mais aussi du savoir-faire. Il faut savoir mettre des boîtes dans un truc, faire des choses dans un certain ordre, etc. Ça a demandé 10 ans de mobilisation quasi nationale pour arriver au fait qu'on arrive à déposer quelque chose sur la Lune. Les prochains qui vont aller sur la Lune, ce sont les Chinois et les Indiens qui ont des programmes qui ont cet objectif et qui s'y sont mis depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années. Ça prend 10 ans. Hein. Et quand on arrête de le faire, comme les Américains, ils ont arrêté de le faire, par exemple, ben, on perd le savoir-faire. Parce que le mec qui était là, qui travaillait avec le mec qui était là, qui ensemble allaient voir le mec qui était là, ont disparu, on a perdu ce savoir-faire, on ne sait plus comment il faut tout réinventer. La technologie a changé, etc. etc. D'accord ? Donc, on a mis des mecs dans cette fusée, c'est le programme Apollo, d'accord ? Et puis, ils sont allés sur la Lune. Ils ont planté un drapeau américain, donc ça, c'est la vraie photo, hein. D'ailleurs, on voit très bien le petit bâton là, qui permet de maintenir le drapeau droit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, on n'est même pas allé sur la Lune, parce qu'en fait, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, et donc les drapeaux, ils tombent. Ben, ils sont quand même pas complètement cons, les Américains. Ils avaient prévu un petit bâton pour qu'on voit bien le drapeau. D'accord ? Donc ça, ce sont les pas du mec qui a marché sur la Lune. Hein. Donc ils ont même fait, ils ont roulé sur la Lune. Hein. Ils ont fait des relevés géologiques, hein, donc ça c'est une photo de la Lune. Hein. Ils ont ramassé des cailloux, on a plein de cailloux de la Lune qu'on analyse depuis cette époque-là. D'accord ? Alors avant eux, il y a des gens qui étaient déjà allés sur la Lune, il y a le baron de Munchausen qui était allé en boulet, et puis il y a Superman qui était allé par ses propres moyens, puisque lui, il est super fort. Chuck Norris, je pense qu'il y est aussi allé, mais ça, c'est pas référencé. D'accord ? Alors, la Lune peut-elle exercer une influence ? Hein, c'est un peu la question. Alors, la réponse est évidemment oui. Elle exerce une influence très importante sur la Terre. Ça, c'est indéniable. Et c'est de ça dont on va parler. Alors, pour qu'on puisse parler de ça d'un point de vue scientifique, hein, il faut qu'on fasse un peu le bilan de toutes les influences qu'on a pu recenser dans nos esprits et dans les laboratoires. Alors, on connaît en fait actuellement 4 forces qui sont dans un ordre arbitraire. L'interaction forte, qui est à l'origine de la cohésion des atomes, des noyaux des atomes, on va dire. L'interaction faible,
qui est en grande partie responsable de tout ce qui touche à la radioactivité. Et la radioactivité, ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans les centrales nucléaires, hein. C'est énormément de processus très compliqués qui sont à l'origine de plein d'autres phénomènes qui vous sont plus connus. D'accord ? Donc l'interaction faible, c'est une interaction entre ce qu'on appelle les leptons, et cette interaction est très importante pour plein de phénomènes physiques. Troisième interaction, c'est l'interaction électromagnétique. Alors vous êtes des objets électromagnétiques, hein. Toute la chimie, la totalité de la chimie fonctionne grâce à cette interaction électromagnétique. Toute la stabilité des atomes, toutes les propriétés des atomes qui échangent les électrons, toutes les réactions chimiques, etc., ça peut se comprendre grâce à la mécanique quantique et à la prise en compte en mécanique quantique de cette interaction électromagnétique. Donc c'est aussi à l'échelle, la chimie, ce n'est pas uniquement la biologie, hein, c'est aussi toutes les matières plastiques. Enfin, la chimie dans notre société, c'est quelque chose de très très important. Et donc c'est essentiellement l'apanage et le domaine de l'interaction électromagnétique. Et puis le dernier domaine qu'on a recensé, hein, c'est la gravitation. Donc ça aussi, vous connaissez bien cette force, c'est la force qui fait tomber les pommes sur la Terre. C'est aussi la gravitation qui est à l'origine du mouvement des planètes, de leur formation et des propriétés de la plupart des objets qui sont dans l'univers à un peu plus grande échelle. D'accord ? Ça, c'est à toute petite échelle, quoique des fois, il y a des objets qui sont gros et qui ont... Et ça, c'est à l'échelle intermédiaire, disons, et ça, c'est à très grande échelle. C'est une interaction qui est très très faible, mais à très grande échelle, il n'y a rien qui l'empêche d'agir. Donc c'est elle qui agit. C'est elle qui structure l'univers, forme les galaxies, forme les étoiles, etc., etc. Alors il y a d'autres choses, hein. Il y a peut-être d'autres choses. Alors j'ai fait un petit recensement. Mais en tout cas, ce qui reste, c'est que c'est très compliqué. Et en tout cas, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on a compris. D'accord ? Mais je ne l'exclus pas. Je ne suis pas, c'est très compliqué, par contre, hein. Alors, il y a des gens qui disent qu'il y a des pouvoirs mentaux, des ondes. Alors, il y a tout un tas de mots, hein, je ne rentre pas dans le détail. Il y a des pouvoirs psychiques, hein. Il y a des mecs qui arrivent à tordre des cuillères. Alors, jusqu'à présent, on n'a jamais pu réussir à faire des expériences qui soient validées dans un contexte, dans un protocole scientifique. À Nice, il y a un laboratoire de zététique qui offre un prix de 1 million d'euros à toute personne qui fera ce genre d'expérience. Alors, c'est pas pour déconner, hein, ils aimeraient bien avoir des choses à étudier, quoi. À toute personne qui ferait quelque chose dans ce domaine et qu'ils n'arriveraient pas à expliquer, d'accord, par ce genre de choses-là. Il n'y a jamais personne depuis une vingtaine d'années, je pense, qui a réussi à faire ça dans un contexte. Alors les mecs ils disent « ouais, mais quand je viens dans votre laboratoire, je perds mon fluide ». Enfin bon, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors il y a des trucs encore plus compliqués. Par exemple, des fois, il y a des vaches qui se font enlever, ou des individus, hein, qui se font enlever par des extraterrestres. Donc ça aussi. Alors les extraterrestres, ils enlèvent des vaches ou des gens, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu d'extraterrestres, alors qu'il y a plein de gens qui regardent le ciel en permanence, hein. Moi, j'ai rien contre, hein, je serai le premier s'il y en a. Moi, je vais les voir, on boit une bière, super, mais on n'en a jamais vu. Il y a des gens qui regardent le ciel en permanence, dans toutes les longueurs d'onde. C'est leur métier, hein, dont je vous parlais la dernière fois. Par exemple, il y en a qui regardent le ciel pour essayer de faire des photos, pour essayer de détecter des astéroïdes qui arriveraient. Tous les soirs, ils regardent le ciel, ils font des photos. Et eux, ils n'en ont jamais vu. Jamais, jamais, jamais. Et on fait ça depuis un siècle. Et tous les mecs qui disent qu'ils se sont fait enlever par... Alors les vaches, elles ne parlent pas, mais les mecs qui disent « ouais, j'ai été enlevé par des extraterrestres et maintenant je suis doté de pouvoirs psychokinésiques parasensoriels », ils sont généralement un peu chelous, quoi. Donc, bon, on a des problèmes. D'accord ? Et puis il y a des trucs encore plus compliqués que tout ça. C'est par exemple le Père Noël. Ça, j'aime bien, hein. Alors lui, le Père Noël, il a des pouvoirs extraordinaires. Il est capable de livrer en une soirée une masse, mais on peut faire le calcul, hein, quelle est la masse de cadeaux qu'il livre en une nuit, hein, du 24 au 25 décembre. Il a allez, disons, 24 heures pour livrer, parce que quand vous voyez votre cadeau, hein, vous amène une boîte de Lego, par exemple, vous dites ouais, super, mais des boîtes de Lego, il en a livré à tous les gens que vous connaissez et tous les gens qui sont sur la Terre.
Alors peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui disent ouais, le Père Noël c'est des conneries ou je sais pas quoi, c'est un peu, disons, en Europe, aux États-Unis, enfin, c'est un peu international quand même maintenant, hein, avec toute la pub qu'ils font. Donc vous pouvez calculer la masse, de la quantité d'objets qu'il doit livrer, le temps qui lui est imparti, et donc vous savez que pour aller d'un point A à un point B, si vous voulez aller vite, il faut accélérer. Et donc vous pouvez calculer l'accélération qu'il subit au démarrage de son traîneau, et vous calculez qu'en fait il est écrasé au fond de son traîneau, quelle que soit sa masse, et qu'il meurt instantanément dès le premier démarrage du traîneau. Mais enfin, il y a pourtant des mecs qui s'appellent Père Noël, donc ça peut exister. Vous voyez, lui, il s'appelle Noël Père. Donc il y a des trucs, voilà, il faut jurer de rien, et je répète encore une fois, on essaye d'avoir une démarche scientifique. Il faut essayer on peut raconter des trucs, raconter c'est une chose, mais faire de la science c'est autre chose, d'accord? Il y a des contraintes. Il faut que ça soit vérifiable, il faut que ça soit reproductible, d'accord? Et il faut que ça rentre dans un contexte qui n'est pas n'importe quoi, d'accord? Alors si on se prend un petit peu la tête, puisqu'on va parler essentiellement de gravitation, il faut que je vous explique un tout petit peu ce que c'est que la gravitation. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est peut-être une question que vous êtes déjà posée. Qu'est-ce que c'est que la gravitation? Pourquoi quand je laisse tomber un objet, il tombe? Hein? Pourquoi on est attiré par la Terre, etc. Et quelle est la formule qu'il faut écrire pour calculer la force, la vitesse à laquelle ça va tomber, comment tout ça fonctionne? Qui est-ce qui a compris tout ça? Le premier qui a compris tout ça un peu efficacement, c'est Newton. En fait, c'est 2 ans après la découverte de la bière, en 1666. Il a eu cette idée géniale. En fait, c'est une expérience qu'il a menée. Hein. Il ne faut pas croire que Newton ou tous les gens qui trouvent des trucs, ils se réveillent un matin et disent « Ouais, voilà, j'ai décidé que la gravité, c'était comme ça. » Non. Il y en a qui disent ça, mais en général, on ne les croit pas. D'accord? On peut dire ça, ensuite il faut argumenter. Il faut dire « Ok, d'accord, mais... il faut faire telle expérience et vous allez voir que ça marche. » Alors je vais essayer de vous expliquer très simplement comment Newton a compris qu'il y avait un lien entre la gravité, ce qu'on appelle la gravité, donc la force de gravité, la distance qui existe, qui est entre les corps, et leur masse. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une force? Une force, c'est très simple. Une force, c'est ce qui fait changer la vitesse d'un objet. Si votre vitesse ne change pas, par exemple si vous êtes assis tranquillement, c'est que vous ne subissez aucune force. Ou alors que la somme des forces qui s'appliquent à vous est nulle. Vous avez une force qui va comme ça, une force qui va comme ça, et la somme des deux, ça fait 0. C'est exactement votre cas en ce moment. D'accord? La somme des forces qui s'appliquent à vous, si vous ne bougez pas, est nulle. Donc, votre vitesse ne varie pas. OK? Dans l'enceinte de ce laboratoire, ici, hein, si vous regardez à l'échelle de la Terre, vous vous déplacez autour du Soleil. D'accord? Bon, si on reste à cette échelle, vous ne subissez aucune force. Et donc, vous allez tout droit si vous avez une certaine vitesse, ou alors vous restez immobile si vous n'avez pas de vitesse. Et par contre, si votre vitesse change, hein, si vous vous mettez à marcher, c'est que vous êtes soumis à une force, ou alors que vous produisez une force. C'est pour ça qu'il faut manger des Kit Kat fournis par Nidda. Si vous ne mangez pas de Kit Kat, vous n'avez pas de force et vous ne pouvez pas avancer. Je la remercie. D'accord? Enfin, lui, il ne la remercie pas trop, mais... Alors, par exemple, une pomme, quand elle est sur l'arbre, elle est immobile. Et puis d'un coup, elle tombe. Donc sa vitesse varie. Sa vitesse était nulle, et ensuite elle se met à grandir. D'accord? Expérience très simple, combien de temps met une pomme pour tomber d'un arbre qui se trouve à 5... La pomme est à 5 mètres de haut, combien de temps elle met pour tomber sur le sol? Vous pouvez faire cette expérience. Hein? Vous couchez sous un arbre, et vous attendez, vous allez vous prendre une pomme sur la gueule. Et puis vous déclenchez un chronomètre, dès que vous voyez la pomme, 1 seconde, pardon, pour faire 5 mètres. Alors si vous avez fait un petit peu de maths et de physique, vous pouvez faire ce calcul aussi. Hein? Vous écrivez le principe fondamental de la dynamique de Newton, et vous écrivez une équation différentielle et vous trouvez la solution. Soit vous faites l'expérience, soit vous faites un calcul, les deux donnent le même résultat. Pour parcourir 5 mètres, la pomme va mettre 1 seconde. D'accord? Et si sa vitesse varie, puisqu'elle a une vitesse nulle, et puis la vitesse augmente jusqu'à être à nouveau nulle, parce qu'elle va avoir une autre force subie par la Terre en arrivant sur le sol, c'est qu'elle est soumise à une force. D'accord? Deuxième objet qui est en mouvement, la Lune. D'accord? La Lune fait un tour de la Terre
en 28 jours, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Elle va à 1 km par seconde. Chaque seconde, la Lune fait 1 km dans l'espace. Hein? D'accord? Est-ce que sa vitesse varie? Ben oui, parce que si sa vitesse ne variait pas, elle irait tout droit. D'accord? Donc elle ferait ça. D'accord? Sa vitesse ici, c'est comme ça. D'accord? Donc là, elle va tout droit. Mais en fait, elle ne va pas tout droit, puisqu'elle reste sur le cercle. Hein? Quand vous êtes sur un cercle, votre vitesse est à chaque instant tangente au cercle. D'accord? Donc si la Lune allait tout droit, ben, elle sortirait du cercle. Or, elle reste sur le cercle. C'est donc qu'elle tombe. Au lieu d'être là, elle est là. D'accord? C'est facile à comprendre. Et donc, si elle est là, c'est parce que sa vitesse a varié. Elle aurait dû être là, mais en fait, elle est là. Sa vitesse, elle était comme ça, donc sa vitesse a varié entre ces deux points. D'accord? Et ce qui est à l'origine de la variation de la vitesse, comme je vous l'ai expliqué, c'est ce qu'on appelle la force. Et l'idée de Newton, c'est de dire que ce qui est à l'origine de la modification de la vitesse de la Lune sur son orbite, c'est la même chose que ce qui est à l'origine de la modification de la vitesse de la pomme sur l'arbre. Et c'est ce qu'on appelle la gravitation. Et donc après, il ne reste plus qu'à faire le bilan. Alors on peut faire le calcul de la hauteur de chute de la pomme. Hein. En fait, chaque seconde, la Lune tombe de 1,4 mm. Au lieu d'aller tout droit, elle tombe de 1,4 mm. Et tous ces 1,4 mm, au bout de 28 jours, ça fait qu'elle revient au même endroit. Tous ces calculs, vous pouvez les faire, c'est essentiellement le théorème de Pythagore qu'il faut appliquer. Hein, vous le voyez très bien, hein, le triangle rectangle ici, vous le voyez très bien. Donc avec Madame Pichon, vous avez étudié les triangles rectangles, et donc vous pouvez faire un petit développement limité et calculer que là, ça fait 1,4 mm. Alors si on fait le bilan, ce que fait Newton, hein, juste avant de s'endormir sous cet arbre, il fait le bilan. La distance qui sépare la Lune de la Terre, c'est 384 000 km. La distance qui sépare la pomme du centre de la Terre, c'est 6 400 km. La hauteur de chute, d'accord, c'est 5 mètres pour la pomme, d'accord, et 0 et 1,4 mm pour la Lune. D'accord? Vous faites le rapport des hauteurs de chute et le rapport des distances, et vous voyez que la Lune, qui est 60 fois plus loin que la pomme, est attirée 60 au carré fois moins. Newton conclut que la gravitation est égale au produit des deux masses, parce que s'il y a un des deux objets qui a une masse nulle, ben comme ça fait une gravitation nulle, divisé par la distance au carré. Vous voyez comment on construit la science? Alors, il y a deux façons de construire la science. Soit vous faites des expériences, vous essayez de comprendre, proposez un modèle, et vous faites des expériences à propos, des nouvelles expériences à propos, en utilisant ce modèle, et vous voyez que ça marche. Soit vous faites que des calculs, et ces calculs sont cohérents, et vous proposez quelque chose, et vous le vérifiez expérimentalement. D'accord? C'est la différence entre les mathématiques et la physique. En mathématiques, la seule justification, la seule validation d'un modèle, c'est sa cohérence, sa logique. En physique, c'est on utilise des mathématiques, et en plus, le modèle qu'on doit fournir doit être cohérent avec les observations. Donc il y a une cohérence logique et une cohérence avec la réalité. Donc vous voyez, en fait, voilà comment a fait Newton. Il a regardé tomber une pomme, il a regardé le mouvement de la Lune, et il a compris que ces deux mouvements étaient provoqués par la même chose qu'on appelle la gravitation. Seulement, à partir de là, vous ne pouvez plus sortir du cadre. La gravitation, c'est inversement proportionnel au carré de la distance. C'est-à-dire, si je me rapproche de vous, on va, de n'importe qui, hein, la masse ne varie pas, par contre la distance varie, donc la force de gravitation augmente. D'accord? À partir de là, on peut continuer. Alors, la gravitation, c'est ce qui nous fait tenir sur la Terre. Ça, vous le savez depuis super longtemps. Il y a même des films qui le montrent en ce moment, hein, quand il n'y a pas de gravité, justement. C'est un peu con d'appeler un film Gravity, alors que c'est justement un film qui est fait dans un contexte où il n'y avait pas de gravité. Enfin, c'est un domaine dans lequel il y a une gravité très faible, parce qu'on est loin de la Terre, on est à 600 km. Vous connaissez plein d'expériences. Hein. Par exemple, quand ils sont allés sur la Lune, hein, puisque eux aussi ils y sont allés, à un moment donné, il y a le Dupont là, qui appuie sur une manette verte. Et cette manette verte, en fait, ça crée une gravité. Alors comment on peut créer une gravité? Il suffit de faire tourner un objet. Vous prenez un objet, vous le faites tourner, vous allez avoir une force centrifuge, et donc ça va faire ce qu'on appelle une pseudo-gravité. Ce n'est pas de la gravité qu'on va créer. On ne peut pas créer la gravité. Le seul moyen de créer une gravité, c'est d'amener une masse.
Donc dans un vaisseau spatial, vous ne pouvez pas amener une masse. Par contre, vous pouvez le faire tourner. Si vous le faites tourner, vous allez avoir une force centrifuge qui va vous coller et vous allez avoir l'impression, si vous tournez à une certaine vitesse, que vous pouvez calculer, que c'est comme une gravité, mais ce n'est pas une vraie gravité. Et donc là, comme un con, là, avec sa canne, il appuie sur le bouton et puis ça arrête la gravité. Donc le vaisseau ne tourne plus. Et donc il n'y a plus de gravité puisqu'ils sont en train de rejoindre la Lune. Ils se sont éloignés de la Terre. Comme ça dépend inversement du carré de la distance, si vous éloignez de la Terre, il n'y a plus de gravité. D'accord? Et donc, par exemple, les objets qui étaient avant contenus dans un verre par la gravité, vous avez un verre, vous avez un liquide, c'est la gravité qui veut que le... D'accord? Si vous n'avez plus de gravité, le truc, il se met à monter. Et il prend une forme caractéristique qui est sphérique, d'accord? Parce qu'il n'y a aucune force qui s'applique à lui. Donc, il est poussé par le liquide. Le liquide, c'est des interactions entre des atomes, hein. À la surface, on peut faire des calculs qui fait qu'il y a moins de molécules d'un côté que de l'autre. Et donc, la forme sphérique, c'est la forme qui minimise la déperdition d'énergie, si vous voulez. Et donc, ça permet de correspondre à un état stable. Donc, s'il n'y avait pas de gravité, au lieu de boire du whisky, on goberait du whisky sous forme de bulles. Dans le film, il le montre, à un moment donné, elle boit, je ne sais plus qui, là, elle en a marre, elle boit de la vodka, et en fait, elle gobe de la vodka. Et tout est pareil, hein, vous voyez, les chiens volent, les bouteilles de whisky volent, tout le monde vole. D'accord? C'est la gravité qui nous fait tenir sur Terre. Quand vous arrivez sur la Lune, d'accord? La Lune, c'est un objet qui est moins lourd. On a vu que la Lune était 100 fois moins lourde que la Terre. Notre masse à nous n'a pas changé. Donc ça fait qu'on est moins attiré par la Lune. Si on va sur la Lune, on est moins attiré par la Lune que la Terre. D'accord? D'ailleurs, l'origine des pouvoirs de Superman, c'est ça. D'accord? Donc quand vous arrivez sur la Lune, avec la même force que vous êtes habitué à développer pour faire un pas, hein, pour essayer de lever votre jambe du champ de gravité de la Terre, vous allez faire la même chose parce que vous êtes habitué à faire cette force. Mais quand vous faites la même force sur la Lune, eh bien, ça a un effet démultiplié parce que la force de gravitation que vous recevez de la Lune est bien moindre. Et c'est pour ça qu'en faisant juste un petit saut, vous faites 10 mètres. C'est comme ça que Superman a eu ses pouvoirs, puisqu'en fait, il est né sur une planète, je ne me rappelle plus son nom, Krypton, qui est 4 fois plus massive que la Terre. D'accord? Du coup, quand il a été bébé, ses muscles se sont développés pour qu'il puisse se déplacer et avoir une activité normale sur Krypton. Du coup, quand il vient sur la Terre, il a les mêmes pouvoirs que le capitaine Haddock, et donc il peut faire des sauts de 15 mètres, et comme la cage ne fait que 3 mètres, il fera 5 sauts consécutifs avant. Ça, c'est une blague. Donc on a la gravité, c'est ce qui développe nos muscles. On est habitué à vivre dans le champ de gravité de la Terre. Si on va sur une autre planète, on va avoir des effets. Alors, si on va sur Jupiter, on va être ratatiné complètement parce que notre squelette est habitué à résister au champ de gravité de la Terre. Sur Jupiter, qui est beaucoup plus massive, le champ de gravité est beaucoup plus fort et donc on va être complètement écrasé. Normalement, si vous voulez maigrir, vous allez sur la Lune. Si vous vous pesez sur la Lune, votre poids va être divisé par 10. D'accord? Mais c'est juste votre poids. Votre masse n'est pas changée. D'accord? Il y a une différence entre la masse, qui représente un peu la quantité de matière que vous représentez, et le poids, qui est le couplage de cette masse avec la gravité le champ de gravité que vous subissez. Et la formule, c'est mg. G, c'est le champ de gravité. Sur la Terre, ça vaut 10. Sur la Lune, ça vaut 2. D'accord? 2 ou 3, je ne sais plus, il faut faire le calcul. Alors, les phases de la Lune. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Hein, ces programmes de CM2, c'est très simple. Il suffit juste d'en avoir conscience. Donc, les phases de la Lune, c'est 3 acteurs et un seul balai. Donc, là, vous avez le Soleil. Autour du Soleil, vous avez la Terre, d'accord, qui est sur une orbite, on va dire, circulaire. C'est une très, très bonne approximation. Donc, le côté qui est tourné vers le Soleil, c'est là où il fait jour. Et le côté qui est de l'autre côté, c'est là où il fait nuit. D'accord? Ça, c'est élémentaire, mais bon, il faut quand même le savoir. D'accord? Autour de la Terre, vous avez la Lune qui tourne sur un cercle, et dans le même plan à peu près, d'accord? Et donc ce que vous voyez dans le ciel, c'est le résultat de l'éclairage par le Soleil de tout ça, d'accord? Alors quand la Lune est de ce côté de la Terre, qu'est-ce que vous voyez? La pleine Lune, c'est-à-dire cette phase-là. Pourquoi? Parce que toute la surface de la Lune est éclairée.
Vous êtes ici, hein, souvent la pleine lune, vous la voyez quand il fait nuit. Hein, l'été, vous avez bu 3 litres d'Armagnac, vous allez dans le jardin comme ça, et vous dites « Oh, et à la lune ». D'accord? Il fait nuit. La pleine lune, vous la voyez jamais en plein jour. Hein, vous comprenez pourquoi? D'accord? Alors vous la voyez des fois juste au coucher du soleil. C'est possible, hein? Vous êtes par ici. Et ensuite, le jour, la nuit, alors la lune, elle reste là. Hein. Seulement la Terre tourne sur elle-même, et c'est pour ça que la nuit, la lune bouge dans le ciel. Hein, il ne faut pas tout mélanger. Hein. D'accord? Il faut vous représenter tout ça dans l'espace. Donc la pleine lune, c'est quand on est dans cette configuration-là. Ensuite, vous avez le dernier quartier. C'est quand la lune est à moitié pleine, hein, c'est à peu près ça. D'accord? Elle est à moitié pleine. C'est simplement parce qu'elle est éclairée toujours de la même façon. Il y a la moitié de la lune qui est éclairée en permanence hein, par le soleil, mais seulement vous êtes là. Donc vous voyez que la moitié. Vous voyez la partie éclairée et la partie pas éclairée. Ensuite, la lune continue à tourner. Programme de CM2. Hein. La lune continue à tourner autour de la Terre. Et donc, quand vous voyez ça, d'accord, ben, en fait, vous ne voyez rien. Puisque ce que vous pourriez voir, c'est la face qui n'est pas éclairée. Comme elle n'est pas éclairée, vous ne voyez rien. Et alors vous dites, oh, c'est la nouvelle lune, ou c'est la lune vieille, ou c'est la lune morte. Alors les gens, ils pensent que la lune, elle a disparu. Oh là, elle est partie, ou je sais pas. Mais non, ça c'est faux. La lune, elle est toujours là, sauf qu'on ne la voit pas. Non, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, la lune, elle est partie, donc elle n'a plus d'effet. Par contre, quand on la voit bien, la pleine lune, là, elle a plein d'effets. Mais non, c'est n'importe quoi ça. La lune, elle est toujours à la même distance de la Terre, d'accord ? C'est simplement un jeu d'ombre et de lumière. Des fois on la voit, des fois on ne la voit pas, parce que nous on est sur la Terre et c'est le soleil qui met la lumière. D'accord? Sauf que des fois il y a des mecs, ils n'ont pas la lumière, eux, à tous les étages. Et ils ne comprennent pas tout ça. D'accord? Alors, au passage, il y a un truc que vous pouvez comprendre et que je vous encourage à répéter aux enfants, enfin à tout le monde, parce que c'est un truc extraordinaire, ça. Vous allez voir. La prochaine fois que vous allez voir la moitié de la lune dans le ciel, hein, ça vous est déjà arrivé de voir le premier quartier. Eh bien, vous pourrez dire à tous les gens qui sont autour de vous, vous savez que la Terre se promène dans l'espace. Elle tourne autour du Soleil. En fait, elle tourne dans cette direction-là. D'accord? La Terre va comme ça, et donc la Lune va comme ça autour. D'accord? Donc, vous comprenez bien que quand on est dans cette configuration, c'est-à-dire le premier quartier, dans quelle direction se déplace la Terre? La Terre se déplace comme ça, sur son orbite. D'accord? Donc, dans quelle direction va la Terre? Eh bien, elle va exactement dans la direction que vous indique le premier quartier. D'accord? Donc, quand vous voyez le premier quartier dans le ciel, c'est un endroit dans le ciel, hein, c'est là. Eh bien, vous savez que la Terre va dans cette direction. Et vous pouvez même rajouter un truc. Quelle est la vitesse de la Terre sur son orbite? Je vous l'ai dit la dernière fois, 30 km par seconde. Quelle est la distance entre la Terre et la Lune? 384 000 km. En combien de temps la Terre va-t-elle parcourir 384 000 km à raison de 30 km par seconde? C'est facile à calculer, un quart d'heure. Donc vous pouvez rajouter aux gens, tu vois, la Terre, elle va dans cette direction. Et dans un quart d'heure, on sera exactement à l'endroit où se trouve la Lune en ce moment. D'accord? C'est un truc de malade, ça. Les gens, ils ne vont jamais vous croire. Alors que c'est du programme de CM2. Vous faites un petit dessin sur le sol et tout ça, hein, vous expliquez, c'est hyper facile à comprendre. Donc la prochaine fois que vous allez voir la moitié de la Lune dans le ciel, c'est le premier quartier, c'est pas le dernier. Parce que si le dernier quartier, c'est dans l'autre direction qu'on va. D'accord? Donc c'est pareil, ça marche aussi. Vous voyez que quand on a la pleine Lune, hein, la pleine Lune qui est ici, d'accord, on va dans la direction orthogonale. Donc c'est plus, parce qu'il faut parler d'orthogonalité. Quand c'est la moitié de la Lune, on voit dans le ciel la direction de la Terre et on sait exactement où va se trouver la Terre dans un quart d'heure. Ça, vous y croyez jamais parce que vous dites, mais c'est pas possible. Et alors là, vous regardez ça et vous devenez heureux, quoi. C'est vraiment profiter de ce spectacle gratuit qui coûte rien. Ça demande juste un tout petit peu de se prendre la tête, mais comme je disais, la tête, ça sert à être pris. D'accord? Alors, les éclipses. Hein, de plus en plus compliqué, hein. Les éclipses. C'est quoi une éclipse? Ben, il y a deux types d'éclipses. Vous avez les éclipses de soleil, d'accord? Donc c'est la Lune qui cache le soleil quand on est sur la Terre. Donc le soleil est très gros, la Lune est petite.
un tiers de fois la Terre, c'est pas trop à l'échelle ici, c'est pas du tout à l'échelle pour le Soleil est beaucoup plus loin, beaucoup plus gros. Et donc en fait, l'ombre qui est projetée par la Lune sur la Terre, ça fait un endroit où on ne voit plus le Soleil. D'accord? Alors comme tout ça, comme la Lune est toute petite, le Soleil est très gros, les distances, etc., ça fait que ces objets, enfin ces phénomènes durent très peu de temps et ça se produit à un endroit très précis sur la Terre. La dernière fois que ça s'est passé en France, c'était en 1999. Il y a eu plein de problèmes, enfin bon, ça a été la catastrophe nationale. D'accord? Donc en fait, les éclipses de Soleil, c'est ça. Les éclipses de Lune, ben, c'est beaucoup plus fréquent. D'accord? Parce que en fait, vous avez la lumière de la Terre, l'ombre de la Terre, d'accord, dans laquelle va rentrer la Lune. D'accord? Alors, ça fait une sorte de cône de pénombre ici, d'accord, et vous observez la Lune qui disparaît dans le ciel. Donc, finalement, ces éclipses de Lune, ça se produit toujours en pleine nuit, d'accord? Parce que pour l'observer, ben, il faut être. Le Soleil, il est toujours dans cette direction. Donc, si vous êtes ici, vous êtes du côté nuit, d'accord? Donc, les éclipses de Soleil, de Lune, ça se passe toujours la nuit, même au milieu de la nuit, vers 2-3 heures du matin. Et les éclipses de Soleil, ça se produit toujours la journée, d'accord? Et ça dure très peu de temps. Ça dure quelques minutes et là, ça dure plutôt 3 heures. Donc ça, c'est super lourd à regarder parce qu'il faut se lever à 2 heures du matin. Le lendemain, vous devez aller au boulot et puis votre chef, il vous fait chier et tout ça. Si vous êtes à l'école, vous allez demander à vos parents, « Papa, maman, la maîtresse, elle m'a dit de regarder l'éclipse de Lune, c'est à 2 heures du matin. » Et vous prenez 2 gifles parce qu'il ne faut pas... Bon. C'est impossible à voir, les éclipses de Lune. Alors je vous encourage, il y en a à peu près une par an ou 2 par an, ça dépend, hein, parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, tout n'est pas complètement aligné. Hein. Là, vous avez la Terre, vous avez le Soleil, vous mettez dans le référentiel où la Terre est fixe, vous avez le Soleil qui tourne sur la Terre et la Lune qui tourne sur la Terre. Ce n'est pas du tout à l'échelle. Et les plans ne sont pas complètement alignés. Il y a 5 ou 6 degrés. Alors, ce n'est pas beaucoup, 5 ou 6 degrés, mais pour que ça se produise, l'éclipse, il faut que tout soit aligné. D'accord? Et donc, ça se produit en moyenne tous les 6 mois, quand ce n'est pas trop désaligné. D'accord? OK? Mais globalement, il y a à peu près une éclipse de Lune tous les 6 mois. Je vous encourage à regarder la prochaine éclipse de Lune, même si c'est à 2 heures du matin, même si votre chef vous fait chier. C'est pas grave. Profitez de ce spectacle et essayez de réfléchir à ce qui est en train de se passer, la configuration qui est en train de se produire. Puis c'est très joli, la Lune devient rouge, etc. C'est magnifique. D'accord? Alors, tous les 6 mois, ce qu'on appelle l'année draconitique, c'est le temps qu'on doit attendre pour qu'une éclipse se produise. Alors, quelques éclipses célèbres. On connaît très bien le mouvement de la Lune, hein, depuis un certain temps. Le Soleil, c'est pareil. Donc, en faisant, on peut essayer de prévoir des éclipses dans le futur ou dans le passé. Or, dans le passé, il y a des gens qui ont dit qu'il s'est produit une éclipse. Éclipse célèbre, hein, vous la voyez ici, hein, on est en train de mettre un mec sur la croix et tout ça, et puis là, il y a une éclipse. D'accord? Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est même écrit, hein. Prenez Luc 23, 44, 5, il vous explique que, ben voilà, d'accord? Il y a eu une éclipse, de soleil le jour où on a crucifié Jésus-Christ. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Parce que ça, c'est un mec qui l'a dit. Peut-être qu'il avait, enfin, on ne sait pas, quoi. Peut-être que c'est pas vrai. Là, c'est un mec qui peint. Alors là, il avait été même pas là, quoi. Hein? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on peut le vérifier. On peut vérifier. Est-ce qu'il y a eu une éclipse de soleil? Parce qu'on sait les prévoir, on sait exactement quand ça se produit et tout ça. Il suffit de remonter en arrière. Hein. Et ça, on sait le faire. Est-ce qu'il y a eu une éclipse de soleil dans cette région à cette époque-là? Ben non. Y a-t-il eu une éclipse dans les années 28-30, au printemps? Parce que vous savez que le petit Jésus, il est mort à Pâques. Et Pâques, c'est au printemps. D'accord? Est-ce qu'il y a eu une éclipse au printemps à cette époque-là, dans cette région? Non. Par contre, il y en a eu une dans la matinée du 24 novembre 29. Donc, au mois de novembre et en 29, oui, mais pas à Pâques en 30. Parce qu'il est mort à 30 ans, hein, à peu près. D'accord? Donc là, ça c'est plausible. Hein. Ça c'est plausible, parce qu'il y a eu des décalages, et puis les mecs, ils ont oublié qu'ils étaient en... Enfin, en fait, il n'est pas mort au printemps. Si tout ça s'est produit, il n'est pas mort au printemps, il est mort en novembre. C'est quand même assez différent. Hein. Et il n'est pas mort en 33, il est mort en 29.
Alors, c'est à partir de ça qu'on a pu comprendre qu'il pourrait y avoir des décalages dans les calendriers, que les mecs, ils ont oublié des années, etc., etc. En tout cas, voilà. Vous voyez, on peut faire des choses. Hein. On peut dire des choses, ça ne coûte rien. On peut dire, ouais, moi, je suis le plus fort, moi. Après, on peut le vérifier. D'accord? Voilà. Mecs, ils disent, on vérifie. Et puis, on n'a pas d'état d'esprit. Hein. Si c'est vrai, on dit, ok, très bien. Si c'est faux, ben, c'est faux. D'accord? Autre éclipse. Celle-là, elle est plus ou moins connue. Hein. C'est l'éclipse de Christophe Colomb. Vous savez ce qui s'est passé hein, en 1492. Christophe Colomb, il a demandé de la thune à Blanche de Castille pour aller trouver un chemin qui l'amènerait plus vite dans les Indes, pour ramener plein de trucs à fumer, à boire et tout. L'autre, elle lui file du pognon, il va, il découvre des îles, il appelle ça les Indes, parce qu'il croyait qu'il était arrivé. En fait, il se rend compte qu'il n'est pas du tout arrivé. Quand il revient, il ramène les positions des étoiles et tout, et puis il s'aperçoit que la Terre est beaucoup plus grande que ce qu'on avait prévu, et donc il est au milieu du trajet. Ok, mais il y avait quand même pas mal de trucs, donc ils y retournent, etc., etc. Au début, les mecs de là-bas, ils les avaient pris pour des dieux, hein, vous voyez, ouais, on est des dieux et tout ça, et les autres, ils les ont crus. Ils avaient des casques en cuir, en fer et tout ça, les autres, ils ont dit c'est des dieux. Au bout des voyages, ils se sont aperçus que ce n'étaient pas des super dieux, quoi. Ils violaient les femmes, ils tuaient les gens, ils piquaient tout ce qu'ils pouvaient, etc. Et donc, il commençait à y avoir des tensions. Des deux côtés, hein. Du côté de l'équipage de Christophe Colomb, les mecs, ils en avaient marre de rien trouver, et puis les femmes, elles n'étaient plus d'accord et tout ça. Et puis eux, ils en avaient marre de se faire dépouiller, violer, etc. Et Christophe Colomb a trouvé une solution. En fait, quand il était parti, il avait eu Regiomontanus, un jésuite qui avait fait des calculs pour lui, il avait dit... Normalement, dans la région où tu devrais être, tu dois avoir une éclipse de lune tel jour, à peu près à telle heure. Et donc Christophe Colomb, il avait dit, bon, puisque c'est le bordel, il avait convoqué tout le monde, hein, il a dit, puisque c'est le bordel, j'ai téléphoné à la lune, elle va disparaître pour montrer que c'est moi le boss. Alors les autres, ils avaient dit, ouais, écoute ta gueule et tout ça. Et en fait, ça s'était produit. Pour vous montrer à quel point... Bon, d'accord, la science, c'est chiant, il faut faire des calculs, prise de tête, mais ça marche. D'accord? On fait des calculs et puis ça marche. Enfin, quand on y arrive. Hein. Même avec les théories complètement pourries dont il disposait, hein, c'était les méthodes de Ptolémée avec des cycles et des épicycles, etc., on arrive quand même à prévoir tout ça de façon très précise. Alors, ce truc a été repris, hein, en fait, l'éclipse de Christophe Colomb, ça a été repris par Tintin. Je ne sais pas si vous avez lu l'éclipse, les 7 boules de cristal, etc. C'est exactement cette histoire-là, inspirée de l'éclipse de Christophe Colomb. Alors je vous rappelle un petit peu l'histoire. Hein. Il y a le professeur Tournesol qui découvre un vestige, je ne sais pas quoi, il se fait capturer par les Arumbayas, qui l'emmènent dans la cordillère des Andes. Enfin, c'est un gros bordel. Hein. Et ensuite, Tintin, il part pour le sauver, et puis ils arrivent là-bas, ils se font choper par un mec, et puis finalement, le grand Pachacamac, il n'est pas content, parce qu'ils ont violé la terre des ancêtres sacrés et tout ça, il dit donc, vous allez tous crever. Il dit, ouais, mais lui, il dit, ouais, mais en fait, ils sont sympas, je leur ai donné un talisman, parce qu'ils ont fait preuve de bonté avec un gamin et tout ça, ok, ok. Donc il dit, ok, d'accord, je vais être magnanime, vous allez choisir votre date de mort. Alors, ils vont crever, mais alors il les enferme dans une prison, d'accord? Et puis là, Tintin, il trouve un vieux journal pourri, on ne sait pas pourquoi il avait ça, hein, mais ça traînait là. Donc là, il réfléchit, hein, vous voyez? Là, il réfléchit. Il n'est pas con, hein? Et puis il dit, ouais, pourquoi? Ben, il peut choisir sa date de mort. Et là, il vient de lire qu'il va y avoir une éclipse, parce que dans tous les journaux, on vous annonce qu'il va y avoir une éclipse. Et donc, il dit, ok, je veux mourir, mais tel jour, le jour où il y a l'éclipse. Et alors, le jour de l'éclipse, il commence à dire « Oh, sublime Pachacamac et compagnie, là, je t'adjure de te manifester, et éteins-toi, parce que moi, je suis ton pote. » Et puis, l'éclipse se produit. Alors, en fait, si on regarde bien ce dessin est faux. Normalement, l'éclipse, c'est pas comme ça, c'est l'inverse. Enfin bon, passons. Et donc, bien sûr, les mecs, là, ils sont terrorisés, parce que c'est leur dieu, le soleil. Et donc, le chien, il hurle, comme dès qu'il y a une éclipse. Les chiens, c'est un peu con, hein. Et donc voilà, ils sont terrorisés. Alors là, tu dis, ah ok, d'accord, puisque vous êtes sympa, je vais faire revenir mon pote. Ça dure que 3 minutes, hein, il est au courant. Et donc le soleil revient, et donc ils sont super impressionnés, il les libère, et l'autre, ils sont contents, et puis voilà. D'accord? Alors c'est pareil, on peut rejouer à essayer de savoir si tout ça, ça a un sens, hein, parce que Tintin, est-ce qu'il existait? Alors en fait, oui. Alors l'épisode en question, il est paru le 26 septembre 1946.
juste après la guerre. Donc on peut essayer de trouver l'endroit du temple du soleil. C'est super facile. Où est-ce qu'il s'est passé une éclipse un petit peu avant 1946 dans cette région du monde? Alors il y en a eu plusieurs. Ça, c'est le trajet donc les grandes éclipses d'Amérique du Sud au XXe siècle. Alors le trajet, ça c'est l'éclipse d'Einstein, alors en 1920, où on est allé vérifier que les prédictions de la relativité générale étaient bien conformes à ce qu'avait prévu, avec ce qu'avait calculé Albert Einstein, hein, la déviation des rayons lumineux au voisinage du Soleil. Donc c'est Eddington qui est allé au large du Brésil, sur l'île de Principe, il a bien vérifié tout ça. Einstein est devenu immédiatement célèbre et Eddington a pris plein de fric. Donc ça n'a rien à voir, hein, c'est en 1919. Par contre, il y en a eu d'autres. En 1940, voilà, ça pourrait marcher, mais c'est un peu trop haut, parce qu'on n'est pas dans la cordillère des Andes, et puis c'est pas... 1947, là, c'est pas mal, d'accord, mais c'est trop tard, puisque le truc est paru en 1946. Par contre, il y en a une, c'est génial, en 1944, donc un petit peu avant ça, d'accord, il y a une éclipse qui s'est produite ici. Et donc, dans cette région-là, on peut estimer que le temple du Soleil se trouve à peu près dans cette région-là, à la frontière entre le Pérou et le Brésil. Il y a des montagnes, etc. Ça correspond au dessin, là, d'accord. Et donc, vous pouvez aller en expédition pour essayer de retrouver... alors, il ne faut pas vous faire choper, sinon ils vont vous faire cramer. Hein. Mais le temple du Soleil, avec tout l'or qu'il doit contenir, hein, doit se trouver à peu près dans cette région. En fait, tout ça pour vous dire qu'il y a des mecs qui se font chier à essayer de mettre en relation ce qu'ils écrivent et ce qu'ils produisent. Et puis, il y en a d'autres qui ne se font pas chier du tout, confère 2012. Hein. D'accord? Alors, les effets des éclipses. Venons-en au but. D'accord? Est-ce qu'il y a des effets des éclipses? Bien évidemment, oui. D'accord? Alors, par exemple, Mérieux-les-Étangs, un petit village de l'Isère, vous avez des mecs qui ont l'air un peu avinés quand même. Hein, mais bon. Un chat qui est plus... d'accord? Alors, ils ont trouvé un œuf qui avait dessiné un soleil dessus. Hein, vous lisez un peu ça, Marius et Jeannette, ou Popol et Mélanie, d'accord? Ils ont trouvé, ils élèvent des poules, et ils ont trouvé un œuf qui a été marqué par l'éclipse. C'est pour ça que le chat, il se met dans un tonneau, hein, d'accord? Il a peur, hein, d'accord? Juste à côté, j'ai concentré mes recherches sur les journaux de l'Isère, parce que j'avais ça sous la main, hein, je suis désolé. Juste à côté, alors eux, ils ont carrément... enfin, bon, passons. Alors, ils vous montrent l'œuf. C'est un autre œuf, c'est dans un autre village, hein, c'est à Gières. C'est aussi dans l'Isère. Donc là, ils vous disent, voilà, elle allait le casser pour bouffer une omelette parce que lui, il voulait manger une omelette, et puis c'est elle qui fait à bouffer à la maison. Et puis elle a vu que sur l'œuf, il y avait un truc. Et donc, elle a fait la relation avec l'éclipse qui s'était produite la veille. D'accord? Alors, vous voyez qu'il y a des effets. Parce que les mecs, ils trouvent des œufs bizarres les lendemains des éclipses. Et puis, il y a même des journalistes qui sont envoyés sur le terrain pour enquêter, après les éclipses, sur l'effet des éclipses sur les œufs. Alors, prenons-nous un petit peu la tête. L'effet œuf, avec mon pote Calimero. D'accord? Alors, est-ce que tout ça, ça tient la route? Ben, c'est facile à vérifier. La France produit 10 milliards d'œufs par an. Ça fait beaucoup, hein? Parce que si on voulait les compter, ça prendrait combien de temps? 300 ans. D'accord? 1 milliard, c'est 30 ans. 10 milliards, si on voulait compter tous les œufs qui sont produits chaque jour, hein, il faudrait 300 ans par une seule personne. Ou alors vous mettez à plusieurs et vous diminuez, enfin bon. Hypothèse. Faire des hypothèses hein, pour faire un modèle. On a un œuf anormal sur 1000. D'accord? Bon, on peut modifier les hypothèses. Hein. Vous aurez un autre modèle. Une poule normale et travailleuse, parce qu'il y a des poules feignantes. Hein. Mes parents, je connais bien le problème, mes parents élèvent des poules. Hein. Et ma mère, elle vous dit, hein, celle-là, c'est une feignasse. Et elle, c'est une super poulette. D'accord? Il y en a qui ne foutent rien, elles veulent voir le coq et tout ça. Mais il y en a d'autres, elles bossent. D'accord? Donc une poule normale et travailleuse pond un œuf anormal tous les 3 ans. C'est statistique, hein? On ne peut pas lutter contre ça. C'est assez rare quand même, hein? C'est vrai, hein? Donc, c'est surprenant quand on considère une seule poule. Hein? Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma mère, des fois, complètement paniquée. Et puis, ma mère, elle dit, hein, c'est à cause de... il y avait un film à la télé qui les a stressés. Enfin bon. Quand vous êtes en contact avec une poule en permanence, hein, vous la surveillez. Hein?
C'est normal. Bon. Mais par contre, si vous considérez l'ensemble des poules en France qui pondent ces 10 milliards d'œufs, là ben on peut en discuter. D'accord? Alors, à l'échelle de la France, donc il se pond 10 millions d'œufs anormaux par an. Hein, vous faites le calcul. Donc, plus de 27 000 par jour, soit 300 par jour dans chaque département français, et donc dans l'Isère. D'accord? Donc, tous les jours, en Isère, il y a 300 œufs anormaux qui sont pondus. D'accord? Et alors, ce qui me fascine, moi, d'accord, c'est qu'on a payé des gens pour aller chercher ces œufs anormaux, quoi. Les gens, c'est leur boulot. Il suffit de faire un calcul débile pour voir que c'est vraiment quelque chose de complètement banal. D'accord? Sauf quand vous le détectez et que vous le présentez au mec et à la poule qui l'a fait, là, c'est complètement extraordinaire. Mais quand vous voyez ça à l'échelle de la France, c'est... Enfin bon. Faut réfléchir un petit peu des fois avant de dire des trucs. D'accord? Alors, conclusion sur les éclipses. C'est très joli. Ça n'intéresse plus du tout les scientifiques. Hein. Ça fait très longtemps qu'on a arrêté de s'intéresser à ce genre de trucs. Puis ça n'a rien d'exceptionnel. On sait exactement comment ça marche, etc. Et puis les effets, à part une petite diminution de la lumière ou des choses comme ça n'a aucun effet sur quoi que ce soit. D'accord? Bon. À part l'effet œuf. Alors les marées, beaucoup plus intéressant. Les marées, qu'est-ce que c'est que les marées? Comment ça marche? C'est dû à quoi? Ben effectivement, les marées, c'est un phénomène lunaire. Hein, ça, c'est un autre modèle. Hein. Vous avez des pompes à incendie qui aspirent par-dessous et qui rejettent l'eau et c'est stocké on ne sait pas où. C'est le modèle de Gibus, je crois. D'accord? Mais ça ne marche pas beaucoup, hein, parce que vous la mettez, l'eau... Ça impressionne les gens. Hein. Vous allez au bord de la mer, d'accord? Et puis, vous regardez la mer qui s'en va, qui revient, c'est impressionnant. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. On se dit, mais où elle va, la mer? D'accord? Mais en fait, il faut voir ça à l'échelle globale. Vous avez la Terre, vous avez la Lune. Donc la Lune exerce une force sur la Terre, et la Terre exerce une force sur la Lune, la force de gravitation. D'accord? Le point qui est ici est plus proche de la Lune que le point qui est ici. Donc la force, la flèche, elle est plus forte, elle est plus longue. D'accord? Sur chacun des points, vous avez une flèche qui est proportionnelle à l'intensité de la force de gravitation subie par la Lune, qui est considérée comme un point à la distance où elle est. Hein. D'accord? Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, on va se mettre dans le référentiel de la Terre. C'est-à-dire qu'on va enlever à toutes les flèches noires la flèche qui s'applique au centre de gravité de la Terre. Donc, vous savez faire des différences entre les flèches. Hein. Quand vous avez une flèche qui va comme ça, et que vous lui ajoutez une flèche qui va comme ça, qu'est-ce que vous obtenez? Ben, vous prenez cette flèche, vous la rajoutez au bout, et vous obtenez cette flèche-là. D'accord? Et si vous voulez l'enlever, ben, il faut la retourner, d'accord? Et puis, vous avez ça. Donc, cette flèche, c'est la flèche 1, ça, c'est la flèche 2, ça, c'est 1 moins 2, et ça, c'est 1 plus 2. Tout le monde sait additionner les flèches. Bon, maintenant, additionnons des flèches. On va enlever à cette flèche. On va enlever à cette flèche celle-là. C'est-à-dire, on va se mettre dans le référentiel de la Terre. Si vous faites ça moins ça, ça vous fait ça. Si vous faites ça moins ça, ça vous fait ça. Faites le dessin. Hein. Si vous faites ça moins ça, ça vous fait ça. Et ça moins ça, ça vous fait ça. D'accord? Au final, qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien, vous obtenez ceci. Voilà l'effet ressenti depuis la Terre, de la Lune, et du fait que la Terre est un objet qui est étendu. C'est-à-dire qu'en deux points qui sont opposés, la distance de la Lune a varié, donc la force de gravitation a varié aussi. Donc voilà les forces qui sont ressenties sur la Terre à cause de la Lune. Donc vous voyez que c'est une force qui comprime la Terre dans un sens et qui l'étire dans un autre. Et donc l'effet de la Lune sur la Terre, c'est un effet qui tend à allonger la Terre dans une certaine direction. Alors, ce n'est pas de beaucoup, hein. Au plus c'est malléable et souple, au plus ça marche. Mais voilà l'effet de la Lune sur la Terre. D'accord? Si vous rajoutez la rotation de la Terre, eh bien, vous avez les effets de marée. Regardez. Donc ça, c'est les marées, hein, Mont-Saint-Michel, avec la mer, sans la mer. Avec la mer, sans la mer. Où est passée la mer? Ben, c'est tout con. Vous avez la Terre qui est comme ça. D'accord? Là, vous avez marée haute. Là, vous avez marée basse.
là vous avez marée haute. La quantité d'eau, la totalité des masses océaniques sur la Terre est étirée dans la direction de la Lune. Donc elle est étirée dans cette direction et dans cette direction qui est diamétralement opposée par effet d'addition des flèches. D'accord? Donc là, cette eau qui va comme ça, eh bien, elle vient en moins ici. Donc là, vous avez marée basse, là, vous avez marée haute. Donc si vous avez marée basse en Bretagne, d'accord? Marée haute en Inde, marée basse à Hawaï de l'autre côté, et puis marée haute au Mexique. Seulement la Terre tourne, d'accord, sur elle-même. Et puis en 24 heures, la Lune, elle n'a pas bougé de direction, ou pratiquement pas. Donc du coup, la direction qui est là est immobile. Mais comme la Terre tourne, eh bien, la Terre tourne sous la mer, si vous voulez. Hein, la mer reste à la surface, dans la même direction. La Terre tourne sous la mer. Et donc, 6 heures après, Brest va se retrouver ici, et donc ça sera marée haute. 6 heures après, il va se retrouver derrière, ça sera marée basse. Et 6 heures après, il va se retrouver ici, ça sera encore à nouveau marée haute. Et c'est pour ça que si vous restez à un endroit donné de la Terre, à Brest, et que vous regardez la mer, eh bien vous êtes en train de regarder les variations du bourrelet océanique. D'accord? C'est vraiment super facile à comprendre. C'est Newton qui a compris ça 2 ans après la découverte de la bière. Galilée avait proposé une théorie, mais ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait qu'une seule marée par jour. En fait, il y en a 2. Ça fait très longtemps qu'on mesure les marées. Hein. On peut mesurer les hauteurs des marées. C'est super facile. Hein. On met des machins dans la mer et puis on mesure. Alors vous voyez que la hauteur des marées varie de façon périodique. Et c'est corrélé à la phase de la Lune. Mais c'est facile à comprendre. Quand vous avez vive eau, hein, vous êtes ici, c'est ce qu'on appelle les grandes marées. Et là, quand vous avez mortes eaux, d'accord, vous êtes ici, faible amplitude de marée, ben en fait, c'est parce que la Lune, d'accord, se trouve additionnée de l'effet du Soleil, quand on est dans la phase de pleine Lune ou dans la phase de nouvelle Lune, dans la direction du bourrelet océanique qui est indiqué par la direction de la Lune, vous avez en plus le Soleil qui va faire un effet de marée supplémentaire, donc vous avez vive eau. Et quand vous êtes dans cette configuration où le bourrelet océanique est dirigé toujours vers la Lune, hein, c'est la Lune qui est l'objet principal qui est à l'origine des marées, eh bien vous avez le Soleil qui fait aussi un effet de marée et qui va créer aussi un petit bourrelet océanique, un petit peu moins important mais non négligeable, et c'est pour ça qu'on a l'effet qui va atténuer l'effet de marée de la Lune, l'effet de marée du Soleil contrebalance, et c'est ce qu'on appelle les mortes eaux. Et c'est pour ça que quand on regarde, on essaye de faire une corrélation entre la hauteur des marées et les phases de la Lune, ben ça marche. Quand il y a la pleine Lune ou la nouvelle Lune, comme on dit, hein, alors que ça n'a rien à voir avec nouvelle ou vieille ou je ne sais pas quoi, quand il y a la Lune qui est complètement éclairée ou complètement éteinte, on est dans cette configuration et c'est des vives eaux. Et quand on est dans cette configuration-là, premier quartier ou dernier quartier, c'est les mortes eaux. Il suffit de comprendre ce que c'est qu'un effet de marée et puis ça vient tout seul. D'accord? Bon. Quelques chiffres. Parce que les gens, ils vous disent, ouais, la Lune, elle a des effets sur les gens, puisqu'elle a des effets sur la mer. C'est donc que la Lune a des effets sur l'eau. C'est évident. Et c'est pour ça que les gens, ils disent, si la Lune a des effets sur l'eau, les plantes, ça a besoin d'eau. D'accord? Donc si la Lune a des effets sur l'eau, elle a des effets sur l'eau qui va alimenter les plantes. Et donc si on plante les plantes à un moment donné, les fleurs à un moment donné où la Lune est active, ben, ça va augmenter leur croissance. Si comme un con, ben, on plante des fleurs au moment où la Lune ben, elle est en train de faire des mortes eaux, par exemple, eh ben, ça ne va pas aller. D'accord? Ça se tient. C'est pas idiot. Les bébés, c'est pareil. Vous savez qu'avant de naître, vous étiez dans le ventre d'une dame, en général, qui est votre maman, et vous étiez dans de l'eau, hein, qu'on appelle le liquide amniotique, mais c'est essentiellement de l'eau, un peu sale, mais c'est de l'eau. D'accord? Et donc, ce liquide amniotique, c'est de l'eau, donc c'est affecté par la Lune. Les cheveux, c'est quoi? Les cheveux, c'est de la kératine, mais c'est très, très mouillé. Hein. Quand on regarde, il y a beaucoup d'eau dans un cheveu. Et puis, la croissance des cheveux, c'est alimenté par l'eau, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait une corrélation. En plus, on l'a observé. Tout le monde sait que quand on se fait couper les cheveux, comme moi, à chaque fois qu'il y a pleine lune, eh bien, ça marche. Ça repousse plus vite ou moins vite. Enfin, il faut regarder parce qu'on ne sait jamais. Hein, parce qu'en fait, bon. D'accord? Donc, faisons les calculs. Je vous ai donné la force de gravitation. On peut calculer la force de marée.
d'accord? Alors, la force de gravitation, c'est inversement proportionnel au carré de la distance. La force de marée, comme c'est une force différentielle, c'est proportionnel au cube de la distance. Donc, pour pas qu'il y ait des gros chiffres, j'ai pris l'unité, la Lune égale 1. Alors, quelle est la force de gravitation que subit la Terre de la part du Soleil? Ben, la force de gravitation, c'est 200 fois plus de la part du Soleil que de la part de la Lune. Par contre, la force de marée, ben, c'est le Soleil, comme c'est distance au cube, d'accord? Ben là, le Soleil, il a beaucoup perdu. L'effet de marée de la Lune est 2 fois plus grand que l'effet de marée dû au Soleil, d'où les mortes eaux et les vives eaux. D'accord? Vous comprenez bien ces chiffres? Alors maintenant, on va changer d'objet. Donc ça, c'est le Soleil. On va prendre Jupiter. Hein, les astrologues vous disent que Jupiter a une influence indéniable sur ce qui se passe sur la Terre et tout et tout. Bon, ben calculons. Jupiter a un effet qui représente 0,01 fois l'effet de la Lune. D'accord? Gravitationnel. Puis les effets de marée, alors là, c'est que dalle. D'accord? Alors, de mieux en mieux, prenons le Mont Ventoux. Pourquoi le Mont Ventoux? Parce que c'est le truc que je vois depuis que je... Enfin, maintenant, je suis un peu grand, mais quand j'étais petit, moi, je suis né à Jonquière, dans le Vaucluse. Et à Jonquière, vous voyez que le Mont Ventoux. C'est un truc, là-bas, tout est plat, il y a du vent, et puis il y a une montagne incroyable, un espèce de cône. On dirait qu'il y a des gens, ils sont venus, ils ont déposé du sable, et ça a fait un espèce de champignon, le Mont Ventoux. C'est un truc qui m'a fasciné depuis des années. J'ai essayé de calculer sa masse, sa hauteur, en faisant des relevés avec mon télescope depuis que je suis tout petit. C'est un truc qui me fascine, le Mont Ventoux. Plus les cyclistes, quand ils essayent de le monter, ils crèvent leur mère. Enfin, c'est un truc vraiment... Alors, le Mont Ventoux, quelle est l'influence gravitationnelle du Mont Ventoux sur les habitants du Vaucluse? On peut faire ça. Alors, d'abord, il faut faire le calcul de la masse du Mont Ventoux, calcul que j'ai fait vers 10 ans. Mais ce n'est pas compliqué, c'est un truc qu'on fait à cet âge-là. Hein. Alors, vous prenez une carte, vous dessinez le Mont Ventoux, d'accord? Alors, le Mont Ventoux, faites l'hypothèse que c'est un cône. C'est tout à fait réaliste, hein, quand vous le voyez, ça ressemble à un cône, hein, tronqué. D'accord? Voilà la base du cône, d'accord? 17,5 km, et moi, j'habite là. Donc, je suis à 30 km du Mont Ventoux. La hauteur du Mont Ventoux, c'est 1924 mètres, d'accord? Donc, c'est un cône de base, 17,5 km de circonférence, de rayon, pardon, la base du cercle de ce cône, et la hauteur 2 km. D'accord? Le volume d'un cône, c'est ça, d'accord? L'altitude, donc vous avez 1672 km depuis le bas du cône, d'accord? Vous voyez, je ne raconte pas que des conneries, quoi. Le volume du Mont Ventoux, c'est 134 km3. La densité du Mont Ventoux, c'est à peu près la vôtre, d'accord? Une masse d'un mètre cube de terre, c'est environ 1 tonne, d'accord? Donc vous avez 2 milliards de tonnes, d'accord? Le Mont Ventoux pèse 2,7 10 puissance 14 kg. Vous pouvez calculer les effets de marée et les effets gravitationnels dus au Mont Ventoux. Eh bien, ça fait ça. Le Mont Ventoux a un effet qui est 5000 fois supérieur à l'effet de marée provoqué par la Lune pour un habitant qui habite dans les régions du Vaucluse. C'est un truc qui est vachement dangereux, le Mont Ventoux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ouais, il y a des bébés qui vont naître parce que la Lune, d'accord, les lunaisons de la Lune vont varier, vont influencer le ventre des femmes, parce qu'il y a de l'eau. D'accord? Bon, mais les effets de marée dus au Mont Ventoux sont 5000 fois plus importants que les effets de marée de la Lune. D'accord? Alors, je fais le calcul avec la Tour Eiffel, et on trouve 17 000 fois. Quand on passe sous la Tour Eiffel, hein, les effets de marée dus à la Tour Eiffel sont 17 000 fois supérieurs aux effets de marée de la Lune. Donc, il devrait y avoir des quantités de bébés qui naissent sous la Tour Eiffel, si ceci était vrai. D'accord? J'ai même fait un calcul avec moi. D'accord? Alors, mon attraction par rapport à la Lune, c'est que dalle. Par contre, les effets de marée sur Dominique, là, on est à peu près à 1 mètre, j'ai fait ça comme calcul. Donc là, j'ai un effet de marée qui est 1400 fois supérieur. Donc, par exemple, quand on a une femme enceinte qui dort à côté de son mari, les effets de marée que lui procure son mari sont de l'ordre de 1500 fois supérieurs aux effets de marée provoqués par la Lune. Attention. Alors, il y a aussi des marées terrestres, hein, je vais passer là-dessus. Ces marées terrestres, la déformation et les frottements que ça induit ont tendance à faire ralentir la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc, par exemple, pour les mecs qui habitaient à côté du Mont Ventoux il y a centaines de millions d'années, c'était des mecs comme ça, qui étaient très grands, très cons.
puisqu'ils avaient 2 cerveaux, un ici et un là. Parce que l'influx nerveux, il n'arrivait pas à arriver jusqu'au bout, donc il fallait qu'il y ait des relais, quoi. Donc lui, les journées duraient 23 heures. D'accord ? Il y a 100 millions d'années, un jour, ça ne durait pas 24 heures, ça durait 23 heures. Et au plus on va avancer dans l'histoire de la Terre, au plus les jours vont augmenter. Et cet effet d'augmentation de la durée du jour, c'est un effet dû à la déformation de la Terre due à la Lune. Passons. Alors, tout ça, c'est calculé, mais c'est aussi vérifié. Quand on est allé sur la Lune avec Tintin ou Superman ou Chuck Norris, on leur a demandé de déposer des miroirs à certains endroits. Et puis, depuis l'observatoire de Grasse, on éclaire la Lune avec un laser, d'accord ? Et on récupère un petit peu de la lumière qu'on a envoyée, et on arrive à mesurer comme ça la distance entre la Terre et la Lune avec 1 cm d'erreur. Et on a effectivement mesuré que la Lune s'éloigne d'environ 3,5 cm par an. Chaque année, la Lune s'éloigne de 3 cm. Et c'est un effet dû aux marées, au frottement, à l'énergie qui est dissipée lors des déformations que je vous ai expliquées par effet de marée. Alors, il y a aussi des marées, ce qu'on appelle le volcanisme de marée. Ça a même été utilisé, de façon beaucoup plus... on a échappé à des choses extraordinaires. Je vous montrer par exemple un épisode de Goldorak qui met ça tout à fait bien en scène. C'est un vrai épisode. Donc la Terre en danger. Donc en fait, il y a le grand stratégaire. Là, écoutez bien. Vous voyez, ils ont fabriqué un truc extraordinaire. Il y a une musique, ça fout les boules. Vous voyez, il y a un machin là avec une espèce de sensu. Ça nettoie. C'est cool, c'est les mecs qui sont pas cons. Pour que l'opération réussisse, elle doit être organisée au millième de seconde près. Qu'en penses-tu ? L'idée est intéressante, mais les observatoires vont déceler le mouvement de la Lune. As-tu songé à ce détail ? Évidemment, l'astroformate a annoncé que le Soleil, la Terre et la Lune vont entrer en conjonction. L'ombre de la Terre rendra la Lune invisible. Après-demain, à 0h18, nous mettrons en route l'antenne de cap d'attraction du Mont Caverne. Elle attirera la Lune et la rapprochera de la Terre d'environ 130 000 km. Je précise qu'à 0h18, la Lune sera à son périgée et à la verticale du Mont Caverne. Dès que la Lune sera stabilisée, nous inverserons les caps d'attracteurs qui deviendront émetteurs. L'influence des lunaisons sera alors hypertrophiée et donnera une ampleur démesurée à tous les cataclysmes naturels. Tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions. Mais Goldorak est intervenu et il nous a sauvés du grand stratégaire. Et donc, ça ne s'est pas produit. Mais vous voyez qu'il y a des mecs, ils essayent d'utiliser la Lune. Alors, j'ai fait le calcul. Si on prend les chiffres donnés par le grand stratégaire, ça augmentera d'un facteur 8 les effets de marée et ça ne fera pas du tout ce qu'il a dit. Je suis désolé. C'est con, mais ça ne marche pas. Disons qu'au lieu d'avoir des marées de 2-3 mètres à Brest, on aurait des marées d'une quinzaine de mètres et on aurait une déformation de la croûte terrestre de l'ordre de 10 cm, d'accord, au lieu de 3-4. Mais ça n'aurait pas du tout l'effet escompté des volcans. Il faut qu'il arrête le pastis, quoi, le grand stratégaire. D'accord ? Il faut rester calme. On peut faire des trucs comme ça, mais sur des échelles plus grandes. Par exemple, Io, la planète de Jupiter, ça c'est une lune de Jupiter. D'accord ? Vous la voyez ici, je ne sais pas si on la voit. Vous voyez cette petite planète-là, c'est Io, la première lune de Jupiter. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas un trou, c'est quoi ? C'est l'ombre de la planète sur Jupiter. C'est un truc de malade. C'est pas un trucage. C'est un mec, il est allé, c'est Voyager 2, il est allé là-bas, il a pris une photo. Parce que maintenant, il faut préciser tout ça, parce que vous voyez tellement de trucs à la télé, des mecs qui se déforment, ils deviennent un chien, et puis ensuite, ils se mettent à chanter, des chiens, enfin des trucs incroyables, quoi. Je ne sais pas pourquoi je parle des chiens aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Ça dépend des jours, c'est pas tous les jours les mêmes bêtes. Donc là, on est vraiment allé là-bas, on a pris la photo et ça marche. D'accord ? Et alors, ce truc-là, il est vachement proche de Jupiter. Et donc, il se prend des effets de marée dans sa gueule qui sont démoniaques. Alors, quand vous regardez la surface de ce truc, voilà ce que vous voyez. Une pizza.
D'accord? Ça, c'est la surface de Io. Alors pourquoi? Ben, c'est en fait du volcanisme de marée. C'est ce qu'a expliqué le grand stratégaire. Io est tellement proche de Jupiter que les effets de marée sur Io déforment complètement Io en permanence, et donc ça crée des mouvements internes, des volcans, de tout ce que vous voulez. Et donc quand vous regardez en détail, tout ça, ce sont des geysers, des volcans actifs, etc. C'est ce qu'on appelle du volcanisme de marée. C'est l'idée du grand stratégaire. Moi, j'ai trouvé ça quand même pas mal, que des mecs, dans un dessin animé, bon, quand même un peu culte, parce que c'était pas complètement nul, le Goldorak, hein. Les mecs, ils s'emmerdent à imaginer un truc comme ça, parce que des fois, ils s'emmerdent moins. Hein. L'autre, il arrive, il massacre tout, et puis l'autre fulgure au point, et puis c'est fini. Là, non. Le mec, il explique qu'il y a la Lune qui est au périgée, que ça se produit à 20h18, c'est exactement ça. Donc, ils ont pris un conseiller scientifique. Hein. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, c'est nickel. Par contre, le mec, après, ils les ont laissés délirer, quoi. Alors, il y a aussi des marées galactiques. Hein. Ça marche à toutes les échelles, hein. À l'échelle de la Terre, à l'échelle des galaxies. À l'échelle des galaxies, voilà ce que ça fait. D'accord? Vous voyez le truc là qui est autour? Ça, c'est ce qu'on appelle des marées galactiques. Il y a une galaxie qui est passée, ou qui est à travers là, et ça a produit des effets de marée, qu'on voit très bien ici, là. Ça, ce sont des bras de marée, ça s'appelle. D'accord? C'est des effets de gravitation dus à la déformation des objets parce qu'ils sont en interaction gravitationnelle différentielle. Ça, ce sont des effets de marée. Alors, ce n'est pas grand-chose, hein. Ça se voit parce qu'on a un peu augmenté la luminosité, mais c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Donc ça déforme un petit peu ces objets, et comme ces objets qu'on appelle des galaxies sont des objets qui sont beaucoup moins rigides que nous, hein, ou que la Terre, c'est essentiellement du gaz très très peu dense, hein, ben ça se déforme facilement. La Terre, vous, nous, on se déforme difficilement. Hein. Pour vous déformer, il faut vous mettre des gros pains dans la gueule. Hein. Et la Terre, pour la déformer, il faut y aller avec des pelleteuses et tout ça, alors qu'une galaxie, vous soufflez dessus et ça se déforme. D'accord? Alors, conclusion sur les marées. Ça existe, hein, on le voit tout le temps, on sait exactement comment ça marche, d'accord? Mais pour que ça puisse être efficace, il faut être très, très grand, d'accord? Puisque je vous ai expliqué que pour qu'il y ait une déformation, il faut qu'il y ait une différence de force de gravité entre les deux extrémités du machin. Donc ça marche pour l'océan Atlantique, ça marche pour l'océan Pacifique, ça marche beaucoup moins bien pour la mer Méditerranée, où les marées sont de l'ordre de 30 cm, c'est beaucoup plus petit. D'accord? Il faut être mou, donc les effets océaniques sont plus importants que les effets sur la croûte terrestre, 3 cm sur la croûte terrestre, 2 mètres sur l'océan, d'accord, d'amplitude. Ou alors très très proche d'un truc super lourd et immobile. D'accord? Par exemple, si je me rapproche de Dominique, ben, je suis très très lourd, immobile, et il va avoir des effets de marée démentiels. Ses cheveux vont pousser, il va être très content, mais d'accord? Alors, ça, par exemple, à quoi ça vous fait penser? Un truc très grand, très mou et super lourd. La moussaka géante. L'attaque de la moussaka géante. Vous avez, alors vous voyez, c'est une drôle de coiffure, hein, je ne sais pas ce qui est arrivé là. Donc, c'est des mecs, des Grecs, qui font cuire une moussaka, et puis il y a une explosion atomique, et la moussaka devient radioactive, elle se met à grossir. Puis après, elle a des pattes, et puis elle fait « et puis elle attaque tout le monde. Donc, c'est l'attaque de la moussaka géante. C'est un film de Panos Koutras, d'accord, qui est fantastique, hein, qui passe de temps en temps à la télé, je vous encourage à la regarder. Donc, une moussaka géante, en fait, il ne faut pas avoir peur, puisqu'elle va grossir, et puis ensuite elle va être détruite par effet de marée. Donc elle va se détruire toute seule. Il suffit de se cacher pendant qu'elle vous emmerde. D'accord? En tout cas, ça ne peut pas marcher avec les plantes, parce que c'est trop petit. Ça ne peut pas marcher avec les cheveux pour les mêmes raisons. Et puis les bébés, c'est pareil. Hein. La différence de distance avec la Lune, même si vous avez un gros ventre comme moi, la différence de distance à la Lune entre les deux extrémités de votre ventre fait que les effets de marée qu'il y a à l'intérieur de votre ventre sont complètement négligeables par rapport à tous les effets attractifs que peuvent représenter une canette de bière ou n'importe quoi d'autre. Les forces en jeu sont complètement différentes. Il ne peut pas y avoir d'effet de marée. Donc, s'il y a des effets plus compliqués, tout à l'heure je disais, il y a des effets plus compliqués, hein, la parapsychologie, le Père Noël et tout ça, bon, s'il y a ça, moi, j'en sais rien, d'accord ? Mais là, pour le coup, donc, il n'y a pas d'effet gravitationnel.
Et l'argument qui disait, il y a des effets sur la mère, donc il y a des effets sur le ventre, et les cheveux et tout ça, ça ne tient pas. Si c'est des effets plus compliqués, à ce moment-là, il faut faire des expériences. Faisons des expériences. La Lune fait naître des bébés. Alors là, j'ai fait des enquêtes nombreuses et approfondies. D'accord ? J'ai plein d'esclaves à ma disposition. Je suis dans plein de milieux académiques, et dans ces milieux académiques, les gens doivent faire des stages. Et donc, je leur fais des cours, et les mecs qui viennent me voir pour faire des stages, je dis « Ok, viens, on va faire un stage, tu vas aller faire tous les hôpitaux de Paris, et tu vas récupérer toutes les données démographiques, etc. » J'ai fait plein de fois, maintenant ça ne m'amuse même plus. Hein. Cette expérience, vous pouvez la faire. Vous récupérez des naissances, des dates de naissance des enfants dans une ville. Maintenant que vous avez Internet, c'est un truc, c'est super facile à faire. Hein. Vous le faites depuis chez vous. D'accord ? Alors, quand vous allez voir les gens, dans les hôpitaux, etc., les gens, ils vous le disent. Hein. Des gens de bonne foi. Je ne dis pas que c'est des menteurs, des méchants, des cons, ou je ne sais pas quoi. Ils vous disent. Oui, monsieur, il y a un effet, je l'ai constaté. Moi, je suis le chef du service machin, c'est moi qui fais tous les accouchements dans cet hôpital. Tous les soirs où il y a la pleine lune, je ne regarde même pas le programme de la télé parce que je passe la journée à l'hôpital. Donc je vous le dis, moi, le professeur machin, je vous le dis, il y a plus de naissances quand il y a la pleine lune. Il vous dit, je ne connais pas l'explication. Alors, ils vous disent, ouais, c'est les effets de marée et tout ça. On vient voir que non. Alors je dis, ben ok, regardons. Donnez-moi les chiffres et puis on va les analyser. Alors j'ai fait l'expérience. Alors je fais souvent ces expériences soit avec des étudiants, mais là c'est de la sociologie, soit avec des classes élémentaires. Ça me permet d'aller visiter la France, voir le monde. Et puis ça me permet de faire des choses intéressantes dans les classes parce que les enfants adorent ça. Alors pour les grands, je fais mesure du rayon de la Terre avec l'expérience d'Ératosthène. Pour les moyens, je fais les bébés. Et pour les petits, on fait les plantes. Alors là, c'est facile. Hein. Vous allez dans une ville, vous connectez toutes les écoles ensemble et vous dites tous les enfants qui sont dans cette école, ils vont chercher tout autour d'eux, dans leur famille, partout, tous les gens qui connaissent des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Et ça marche, mais alors c'est incroyable, hein, parce que vous avez, c'est exponentiel, les connexions que vous avez avec ça. Puis quand c'est des enfants qui demandent, on ne leur refuse pas. « Ouais, papa, il m'a demandé. » Et vous avez plein d'informations. Il suffit de les faire collecter par la maîtresse, d'accord, qui fait la synthèse, et vous venez, vous faites une conférence, on vous paye un coup à boire, et vous repartez. D'accord ? Alors j'essaye de coupler l'utile à l'agréable. Par exemple, celle-là, je l'ai faite dans le Vaucluse. Hein. C'est, le contact, c'était Marie Chabrier à l'école du docteur Boucher à Châteauneuf-du-Pape. Hein. Il faut toujours relier l'utile à l'agréable. Hein. Je demande mon poids en bouteille. Hein. Comme ça. Donc voilà, la donnée, c'est l'hôpital d'Orange qui nous a fourni ces données. La période du 20 juin 2008 au 31 mars 2009, donc un an. Et donc on a eu 773 bébés qui sont nés, 366 filles et 407 garçons. Vous voyez déjà, il y a beaucoup plus de garçons qui naissent que de filles. Hein. Ça, vous le saviez ou vous ne saviez pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on appelle le sexe ratio. Il y a beaucoup plus de garçons qui naissent, mais les garçons sont beaucoup moins résistants, c'est bien connu, et ils crèvent beaucoup plus vite. D'accord ? Donc ces données sont tout à fait en accord avec le sexe ratio national. Ça, c'est pour vérifier les données. Parce qu'imaginez que ça soit des données qui ne soient pas en nombre suffisant, etc. On a vérifié que ces données étaient en accord. Alors, pour ceux qui sont au CE2, CM1, tout ça, c'est super parce que ça leur fait faire des divisions, des pourcentages. Ils sont super contents, les gamins. Donc, vous triez les données, et vous essayez de... Donc, les données, vous avez le jour, et puis vous connaissez la phase de la Lune en fonction du jour. Et donc, vous additionnez tous les naissances qui correspondent à un premier jour lunaire, un deuxième jour lunaire, un troisième... Et puis, c'est facile à faire, hein, c'est vraiment un truc... Il n'y a pas de problème, hein, il n'y a aucune difficulté technique. D'accord ? Donc, vous avez 28 jours lunaires, d'accord ? 29, c'est un mois synodique. Et donc, vous comptez toutes les naissances, chacun de ces jours lunaires. D'accord ? Pendant un an. Voilà le résultat. Alors, qui est un effet psychologique. C'est-à-dire, les gens, ils disent « Ouais, il y a plus de bébés. » Ok.
Mais quand on regarde les chiffres, est-ce que vous voyez un effet là? Alors ça, ça fluctue beaucoup, hein, c'est parce qu'en fait, on n'a pas un suffisamment grand nombre de données. Quand on fait la moyenne, il n'y a aucun effet. Hein. Même à la limite, il y en a plus au premier quartier. Quand vous écoutez les gens, ils vous disent « ouais, c'est à la pleine lune ». Et d'autres, ils vous disent « ouais, c'est à la nouvelle lune ». Et ils vous disent pourquoi. Ils disent, à la pleine lune, c'est parce que la lumière, là. Et à la mauvaise lune, c'est parce que la lune n'est pas là. Donc elle n'a plus d'action. Et donc le ventre se relâche. Enfin bon. En fait, ce qui se passe avec la lune, c'est que ça dure 28 jours. La durée de la pleine lune, c'est instantané, la pleine lune. Hein. C'est un moment top. Mais en fait, quand dans le ciel, pendant 3 ou 4 jours, vous voyez la lune très grosse. Et pendant 3 ou 4 jours, même la moitié du temps, la lune, vous ne la voyez pas, parce qu'elle se lève à 4 heures du matin et vous dormez. Et donc, quand vous ne voyez pas la lune, vous dites « ah, il n'y a pas de lune ». Et si vous prenez une tuile sur la tête, vous allez dire « ah, il n'y avait pas de lune et j'ai pris une tuile sur la tête ». Si tu étais resté debout jusqu'à 4 heures du matin, la lune, elle était là. Et puis, de toute façon, la lune, elle était là, parce qu'elle était de l'autre côté de la Terre. Hein. Donc, voilà. Quand vous prenez les chiffres, il n'y a aucun effet. Bon, ça, c'est l'école du docteur Boucher à Châteauneuf-du-Pape. Vous allez dire, ouais, mais là, c'est truqué, parce que les mecs, ils se bourrent la gueule du matin au soir au Châteauneuf-du-Pape. D'accord ? Alors, les garçons, les filles, le poids, enfin, il y a zéro, quoi. Que dalle. Que dalle. D'accord ? Alors, j'ai même regardé s'il y avait un jour particulier, parce que bon, le mardi, il y a un peu moins de... Donc, les mecs, le mardi, je sais pas. Mais bon, c'est pas du tout significatif. Hein. D'accord ? Alors, vous allez dire, il n'y a pas suffisamment de données. Vous avez raison. 700 naissances, c'est pas beaucoup, hein. Et donc là, il y a un collègue qui s'appelle Frédéric Chamba qui a fait une analyse, alors lui, un truc de malade, pendant 25 ans. Il a collecté tous les bébés de la région de Lyon. Ça a été un gros travail. Hein. Il a un travail d'archives, etc. Et donc, il a des données vraiment 1er janvier 1969, 31 décembre 1994. Voilà les naissances, tous les jours. Vous voyez, ça fait une courbe un peu bizarre. Hein. Alors, analysons cette courbe pour voir ce qu'il y a dedans. Comment on fait pour analyser une courbe ? Là, on prend un outil qui s'appelle la transformation. Quand vous voulez savoir s'il y a quelque chose qui est périodique, d'accord ? Vous avez un outil qui s'appelle la transformée de Fourier. Si vous avez un objet qui est périodique, vous prenez la transformée de Fourier de ça, et la transformée de Fourier, elle vous sort des pics, et la valeur du pic, c'est la période. Donc, prenons la transformée, c'est un outil mathématique, hein. On est quand même à l'Institut Henri Poincaré, il ne faut pas déconner. La transformée de Fourier, c'est l'outil de base pour analyser les séries périodiques. Donc, prenons la transformée de Fourier de ça. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve qu'il y a plein de pics. Seulement, ils ne sont pas au bon endroit. Vous avez un énorme pic à 7 jours. C'est-à-dire que les données qui sont là, il y a une période là-dedans qui est autour de 7 jours. Ensuite, il y a un autre pic qui est beaucoup moins haut, mais beaucoup plus large. C'est aussi très important. À 365 jours. Par contre, 30 jours, là, il n'y a que dalle. Hein. Alors, tous les trucs où il y a des étoiles, c'est ce qu'on appelle des harmoniques, qui sont en fait reliés au gros pic, là. Donc, en fait, ça, c'est une conséquence de ça, et ça, c'est une conséquence de ça. Celui-là, il est à la moitié, celui-là, il est à la moitié. Donc, en fait, tous ceux qui ont des étoiles, vous pouvez les enlever. En analyse harmonique, on comprend très bien pourquoi. Faites-moi confiance. En fait, il y a 2 pics dans cette série. Il y a 2 périodes. Une qui est 365 jours et l'autre qui est 7 jours. Et c'est bizarre, hein, parce que 365 jours, c'est exactement 1 an, et 7 jours, c'est exactement 1 semaine. Alors pourquoi les données de naissance ont-elles des périodes de 1 an, où il y a des trucs qui se reproduisent tous les 1 an et tous les 7 jours ? C'est quand même étrange. Alors quand on regarde plus précisément, on comprend tout de suite. D'abord, on s'aperçoit que le dimanche, il y a de moins en moins de naissances. C'est bizarre, hein ? Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, les mecs il y a de plus en plus de naissances provoquées, d'accord ? Et quand on provoque la naissance, le dimanche, on préfère aller au tiercé ou je ne sais pas où que de faire un accouchement. Donc les mecs, ils ne sont pas cons. Et ils programment la naissance. Même les parents, ils disent « Ouais, moi le dimanche, je veux aller je ne sais pas où. Et donc on va faire l'accouchement lundi. Hein. D'accord ? D'abord, on est en week-end. Hein. Vous le voyez ? Mais alors, c'est net. Hein. D'accord ? On a diminué par un facteur 5
le nombre de naissances le dimanche, parce qu'on provoque les naissances. Maintenant, vous comprenez bien pourquoi il y a une période de 7 jours. Parce que justement, chaque dimanche, il y a moins de bébés. Et donc, ça veut dire que tous les dimanches, il y a un petit trou dans la courbe. Tous les dimanches, il y a un petit trou. Et donc, quand vous analysez la période du signal, il y a une période de 7 jours à cause du dimanche. D'accord? Et alors, c'est quoi 365 jours? C'est parce que chaque année, il y a des dates qu'on appelle des jours fériés pour lesquels on fait la même chose. C'est complètement con de naître le 14 juillet. Ou le plus con, c'est de naître le 25 décembre. Parce que vous n'allez pas avoir 2 cadeaux pour Noël. Vous allez avoir juste un gros cadeau, et ça fait pour l'anniversaire et pour Noël, et puis tu fermes ta gueule. Donc, en général, si vous pouvez choisir, il vaut mieux naître en dehors de Noël ou d'un jour férié. Ça se voit super bien quand vous regardez les données, voilà. Le 1er janvier, vous avez un gros trou. Le 1er mai, vous avez un gros trou. Le 8 mai, alors, vous pouvez quantifier comme ça l'importance des jours fériés. Vous voyez, le 11 novembre, le jour de la Toussaint, alors là, les mecs qui vont au cimetière, ils ne font pas d'accouchement. Le jour de Noël, c'est pareil, hein. Ils font cuire des trucs et tout ça. Mais... Donc, voilà la période de 365 ans. Donc, vous voyez, les données qu'on a là sont vraiment d'une très très grande précision. On arrive à voir ces effets qu'on comprend très très bien maintenant, rétrospectivement. Ce n'est pas du tout des effets de la Lune, c'est des effets de confort, soit des gens qui accouchent, soit des gens qui font accoucher, d'accord, ou de gestion de personnel, ou de je ne sais pas quoi, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la Lune. La Lune, s'il y avait le moindre petit effet, on le verrait, hein, et on ne voit rien. Donc, là, la conclusion est terrible. Hein. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas vrai, tout ça ». Il n'y a aucun effet de la Lune sur les naissances. Alors, personne ne croit ça. Mais il y a une différence entre croire et puis, voilà. S'il y avait un effet, moi j'aurais été très content, j'aurais fait un article dans, je ne sais pas quoi, j'aurais dit « Ouais, l'effet », et puis j'aurais trouvé une explication avec des formules et tout ça. Non, il n'y a rien. La question, c'est pourquoi les gens pensent qu'il y en a un. Ça, c'est compliqué. Hein. Et ça, je ne comprends pas. La raison, c'est parce que s'il se produit une fois un événement, un jour où il n'y a pas de lune, ou je ne sais pas quoi, le mec, il dit « Oh là là, un jour, j'étais complètement bourré, et puis il y avait la lune, depuis, je n'ai plus jamais été bourré. » Il va dire « C'est à cause de la lune. » Mais en fait, voilà. Je suis désolé, hein, mais c'est la réalité. Hein. Alors, on peut même, avec ces données, on peut s'amuser. On peut revenir à la conception. Est-ce qu'il y a des moments préférés ou privilégiés dans l'année? Et alors, on s'aperçoit qu'effectivement, oui. Il y a deux moments. Il y a donc ce qu'on appelle l'effet congé payé. D'accord? Le mois d'août, c'est assez propice à la conception. Et puis, le 25 décembre. Mais vous voyez, c'est incroyable. Hein? Voilà. Les 2 moments dans l'année où on fait des bébés, où on conçoit des bébés, c'est préférentiellement au mois d'août, au camping, et puis là, alors je ne sais pas où, mais c'est, disons, l'effet petit Jésus. Enfin, je ne sais pas. Alors, dernier point, les plantes. Donc là, c'est pareil, je dis, la gravitation, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un effet sur les plantes? Alors mon père, c'est un paysan. Ma mère, elle élève des poules. Mon père, il plante des choux et tout ce que vous voulez pour nourrir les poules. Mon père, jamais, enfin je lui ai expliqué des milliers de fois ça. À chaque fois qu'on parle de ça, il s'énerve, il part, il dit « Ouais, tu me fais chier » et tout ça. Il n'a jamais rien planté. Enfin, ce truc-là, il le fait même lui-même, son calendrier. Il a son calendrier dans le garage avec la lune. Enfin, la lune, il connaît ça super bien parce qu'il sait très bien que s'il plante un truc à la mauvaise lune, ça ne va pas pousser. Il l'a déjà fait, il m'a dit, mais je l'ai fait, je m'en fous de ce que tu dis, moi je l'ai fait. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Alors, il est adjoint au maire du village, là, de Jonquière, à côté de Châteauneuf-du-Pape. J'ai dit, je viens dans ton école, les écoles du village, et on fait l'expérience grandeur nature. On a été sponsorisé par les pépinières Ré, qui nous ont fourni des sacs de terre qu'ils ont livrés avec un camion dans la cour de l'école, des pots, des arrosoirs, des graines. C'est le roi Merlin d'Avignon qui nous a fourni des graines.
D'accord? Enfin, ça a été un truc, c'était une mobilisation générale dans le Vaucluse pour faire des expériences sur la Lune. Hein. D'accord? Toutes les écoles, alors c'était les CP et les CE1. Les CE2 et les CM1, ils faisaient les bébés, et les CM2, ils faisaient la mesure de distance de la Terre. Donc, ces mobilisations générales autour de la Terre et de la Lune s'appelaient Entre Terre et Ciel. Ça a duré 1 an. À la fin de l'année, les maîtresses, elles n'en pouvaient plus. D'accord? Elles n'en pouvaient plus. C'était l'émeute tous les matins. Donc, voilà. C'est facile. Donc, tout le monde croit à ça. Mon père, d'ailleurs, il n'a toujours pas changé d'avis. Hein. Donc, comment faire? C'est pas compliqué. Tous les jours, vous prenez un pot, vous mettez de la terre, toujours la même quantité de terre. D'accord? Avec le même sac. Parce que sinon, vous allez dire, ouais, il y a un sac, il était pourri et tout ça. Donc, prenez le même sac, vous mettez le même pot, la même quantité de terre, vous mettez la graine. Alors, la graine, vous ne la mettez pas n'importe comment, parce que si vous la mettez n'importe comment, vous allez dire, ouais, le jour où vous l'avez mal. Non, vous la plantez, vous faites un trou avec un crayon, d'accord? Ça fait dans la terre. Ensuite, vous mettez la graine au fond et puis vous rebouchez avec une cuillère. Il y avait un protocole expérimental. C'est pour ça que les maîtresses, elles n'en pouvaient plus. Parce que le matin, les gamins, ils arrivaient à l'école. Ouais, c'est à moi de planter, tout ça. Ils se battaient. Enfin bon, c'était l'émeute. D'accord? Donc, ensuite, il y en avait qui plantaient, il y en avait qui rangeaient les plantes et il y en avait qui arrosaient. Parce qu'il faut arroser. Tous les 3 jours, il fallait arroser avec une cuillère, les doseurs, les trucs pour les biberons, là. Prenez ça et vous mettez dans le truc. D'accord? Et puis vous mettez une croix. Juliette a arrosé la plante numéro 57, qui a été plantée par Sébastien 7 jours avant. Enfin, tout était consigné dans des cahiers qui nous a été prêtés par le Carrefour du Confort. Les maîtresses, elles n'ont rien pu faire pendant. Il y a eu une génération sacrifiée dans le Vaucluse. Mais ça a été tout à fait concluant. D'accord? Donc on a fait plusieurs expériences avec des lentilles, avec des radis, en intérieur, en extérieur, parce que mon père m'a dit « Ouais, mais ton truc, ça ne marchera pas, parce qu'ils ne vont pas pousser dans la classe. En fait, il faut le mettre dehors. » Alors, on a fait sous le préau, on a fait dans la cour. Enfin bon, ça a été épique. Vous voyez, voilà les photos. Hein, vous voyez, on a des pots de terre, on fait des trous, on plante. Il y a marqué le nom du planteur. Alors, comme ils sont au CP, ils ne savent pas lire, pas écrire, pas compter, donc pour mesurer la croissance des plantes, ils font ça avec un ruban de papier. Et ensuite, il y en a un qui tient le truc, il y en a un qui tient la plante, et l'autre, il coupe le papier. Et ensuite, il colle le papier, la longueur du papier sur le truc en fonction de la plante numéro 58 plantée par le planteur numéro 14. D'accord? Et donc, on n'a pas besoin de chiffres, on n'a besoin de rien, on a juste des longueurs de papier qui grandissent au fur et à mesure du temps. Alors bien sûr, après moi j'ai dit à la maîtresse, tu mesures la longueur, tu me fais un tableau Excel, parce que moi j'ai autre chose à foutre. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils n'en pouvaient plus. Ça pousse, vous voyez, ça pousse, hein. D'accord? Puis il y en avait partout. Résultat. Voilà les lentilles de l'école du docteur Boucher, d'accord? Dans la phase numéro, il y a eu 3 phases avec les lentilles, 3 phases avec les radis, une phase en intérieur. À chaque fois, les phases, ça durait 1 mois et demi. Comme ça, au moins, on avait 1 mois lunaire complet. D'accord? Donc, chaque couleur, ça correspond à un jour. 13 novembre au 2 décembre, là, au 1er décembre, j'ai représenté qu'une partie de l'échantillon. Donc là, c'était la pleine lune. Là, le dernier quartier, la nouvelle lune, etc. Voilà la croissance de toutes les plantes en fonction de la lunaison. Est-ce que vous voyez un effet? Alors, vous pouvez, il y a plein de trucs à dire. Hein. Vous voyez qu'au début, les plantes, il n'y a rien qui dépasse. C'est normal, on les a enfoncées à 3 cm, on avait un protocole avec un crayon, avec un trait, enfin, un truc rigoureux, quoi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça met 5 jours à sortir, toutes les lentilles mettent 5 jours à sortir. Ensuite, il y a une croissance exponentielle. Et ensuite, ça se ratatine. D'accord? La croissance est toujours la même. D'accord? Et le temps de ratatinaison est toujours le même. D'accord? Donc, les plantes poussent efficacement pendant 5 jours, disons, après le moment où elles sont sorties de terre, et puis après, elles arrêtent de croître. D'accord?
Alors, vous voyez qu'il y a plein d'expériences avortées, par exemple celle-là. Là. Hop, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est des gamins qui ont 6 ans. Hein. Peut-être qu'en voulant mesurer la plante, hop, il l'a arraché. Il y a des problèmes expérimentaux. Hein. Mais ça, c'est normal, au contraire. C'est tout à fait normal. D'accord ? Alors, il y avait plusieurs écoles. J'ai fait des comparatifs entre les écoles. Vous voyez, ça, c'est une plante qui a été plantée à la pleine lune à l'école du docteur Boucher. Et ça, c'est à l'école Notre-Dame. Peut-être qu'il y a une influence entre les écoles privées, les écoles publiques. Voilà. Alors, les écoles publiques ont l'air de mieux se débrouiller. Ça va plus haut, hein, ça pousse plus. Mais disons qu'il n'y a aucun effet, puis c'est à la pleine lune. Hein. Donc, ça peut s'expliquer par une différence d'hygrométrie, une différence d'ensoleillement, enfin, etc., etc. Ça peut... D'accord ? Alors, il y a plusieurs techniques de repérage des pots en fonction des écoles, et on met les noms ici, ou alors des bâtons. Enfin bon. Les radis aussi, on a fait les radis. Alors, les radis, c'était super parce qu'on pouvait aussi mesurer, parce que mon père, il m'avait dit « Ouais, mais c'est que des conneries, parce que ton truc, tu mesures la tige qui sort. » Je dis « Ok, on va mesurer le diamètre du radis. » Alors ça, c'est plus dur à mesurer. Il faut prendre une ficelle, et il faut entourer le radis, et mesurer la longueur de la ficelle. Alors ça devient technique. Hein. Il faut attendre que le radis il est poussé. Enfin bon, c'est la grosse merde. Hein. Vous voyez, voilà les effets sur les radis. D'accord ? Alors ça, c'est encore... Enfin, on a vraiment des données en nombre. Alors, vous voyez, il y a des plantes qui n'ont pas super bien marché. Hein. Celle-là, c'est pas ce qui lui est arrivé. Puis là, après, je sais pas. Bon. Vous voyez, avec les radis, c'est exactement... Alors, vous voyez que le temps est plus court. Les radis, ça pousse mieux au début. Et puis, ça s'arrête plus vite. Mais disons que la courbe c'est toujours la même. Hein. D'accord ? Donc, les radis, vous voyez, c'est vraiment... Mais j'ai des tonnes et des tonnes de photos. Vous voyez, les radis de l'école du docteur Boucher, les radis de l'école Notre-Dame, on les mesurait, etc. Enfin bon, il faut même toujours mettre des références. Vous voyez, ça, c'est... je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon. Les radis qui poussent. D'accord ? Donc, on a fait toutes ces expériences. Conclusion, hein, voilà. Donc, on a fait aussi une expérience supplémentaire, parce qu'ils n'étaient toujours pas les plus tenaces, dont mon père, il n'était pas convaincu. Il dit, ouais, mais c'est parce qu'en fait, il faut les faire germer avant de les planter. Parce que sinon, c'est n'importe quoi et tout ça. Donc, on a fait germer. Et là, on lui a même prouvé que quand on fait germer une graine avant de la planter, ben, ça marche moins bien. Moins bien. Il ne faut pas faire ça. On le voit très bien, on a fait des comparatifs. Donc les graines non germées et les graines germées. Vous voyez, ça marche beaucoup moins bien. Elles vont beaucoup moins haut et elles se développent beaucoup moins rapidement. Enfin, finalement, bien sûr, je tiens à votre disposition l'ensemble de ces résultats scientifiques de la plus haute importance. D'accord ? Ce sont des expériences qui ont été menées... ce n'est pas la première fois qu'on fait ces expériences sur les plantes. Hein. Ça a été mené par des organismes agronomiques tout à fait sérieux et reconnus, comme INRA, etc., à l'échelle internationale, avec des données beaucoup plus nombreuses et précises, mais c'est quelque chose qu'on sait depuis très très longtemps. La Lune n'a aucune influence sur la croissance des plantes. Elle n'a aucune influence sur la croissance des bébés, elle n'a aucune influence sur pratiquement rien. Tout ce que vous sur les cheveux, c'est pareil. J'ai des articles, hein, si vous voulez, où on a fait des études sur les cheveux, sur les poils, même sur la mauvaise humeur. Et les gens me disent, ouais, la mauvaise humeur. Ça n'a aucune influence. Il y a des influences. Il y en a. Je dois le reconnaître. C'est, par exemple, sur le nombre d'accidents qui se produisent chaque jour. Et essentiellement la nuit. Quand il y a la pleine lune, il y a plus d'accidents que quand il n'y a pas la pleine lune, quand il y a la nouvelle lune. Et là, la raison, elle se comprend très bien, hein, et ça a été analysé et compris. En fait, quand vous avez la pleine lune, vous y voyez pratiquement comme en plein jour. Et donc, vous allez plus vite. Et donc, vous avez plus d'accidents. On sait que quand on va plus vite, il y a plus d'accidents. Et comme vous y voyez mieux, sans éclairage, hein, la lune vous éclaire vraiment très bien, vous allez plus vite, et donc vous avez plus d'accidents. Ce n'est pas un effet de la lune. C'est pas un effet c'est juste un effet que vous y voyez mieux, et puis voilà. D'accord ?
Il y a les effets sur la lune rousse qui grille les trucs qu'on laisse la nuit. Enfin, on a fait des études avec des lumières qui reproduisent. Enfin, il n'y a rien. Et le seul effet notable qui sort des statistiques, c'est l'effet sur les accidents. Les loups-garous, les dépressions, les bébés, les poils, les cheveux, tout ça, c'est que des conneries. Je suis désolé, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Enfin, pour les plantes dans le Vaucluse, c'est moi, mais ça ne fait que confirmer des expériences qu'on connaissait depuis très très longtemps et sur lesquelles on peut revenir, mais voilà, j'y suis pour rien. Merci. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, je ne les ferai pas changer. Je ne cherche pas à vous faire changer d'avis, hein, attention. Hein. Par contre, je vous ai donné des éléments, d'accord ? Et à partir de ces éléments, je vous laisse avec votre libre arbitre, votre conscience, etc. Vous avez le droit de ne pas y croire. Je n'ai jamais dit que j'étais plus fort que... Je suis pas plus fort que personne, d'accord ? Seulement, on parle d'un problème, et bien regardons ce problème. S'il y a un effet, après on va chercher d'où il vient, mais là, il n'y a même pas d'effet. Donc c'est même pas la peine d'en parler. D'accord ? Alors peut-être que vous avez, vous avez constaté des choses, etc., etc., mais posez-vous des questions. Dans quel contexte vous avez observé des choses ? Est-ce que ça a été reproduit ? Est-ce que consigné ? Vous dites, chaque fois qu'il y a la pleine lune, j'ai mal à la tête. Pas de problème. Je vous envoie un stagiaire. Vous notez, notez-le. Si vous ne le notez pas, ça va rester une impression. Et ça ne sera pas scientifique, ça ne sera pas précis. Par contre, si vous notez, toutes les pleines lunes, putain, j'ai mal aux pieds. Vous notez, quand vous avez mal aux pieds, le jour. Et vous regardez la lune. Et ensuite, corrélation, et vous allez voir qu'il n'y a pas d'effet. C'est triste, hein, parce que ça serait formidable. On ferait un article dans la revue la plus prestigieuse scientifique sur les effets de la Lune sur le mal aux pieds. Je vous garantis que ça aurait si vous avez une preuve irréfutable, ça serait un succès garanti. Et j'ai un peu du mal à y croire. Désolé. Voilà. Donc c'était la dernière fois que je vous faisais un truc, mais je ne sais jamais, hein, peut-être que je reviendrai pour un autre trimestre. Ou à une autre occasion. Hein. Voilà. Statistiquement, je réfléchissais à un truc. Je me disais, le cycle des femmes est basé sur 28 jours proche du cycle de la Lune. Est-ce que statistiquement, il n'y a pas un rapport, justement, étant donné que si c'est 28 jours, l'ovulation tombe pile à la... Il y a plein de cycles qui durent 28 jours. Hein. Oui, mais je veux dire, sur l'observation, par exemple, de la naissance des bébés, ouais. Il ne pourrait pas y avoir un lien, justement, statistique, je veux dire. Non. Non. T'as bien vu les chiffres. Effectivement, ouais. Non, mais je veux dans l'idée des gens, quoi, parce que finalement, oui, c'est vrai que dans la sur il n'y a aucun effet, je suis d'accord. Sur le cycle des femmes, il y a plein de choses qui ont été faites. Hein. Ouais, bah oui. Par exemple, la synchronisation, quand il y a plusieurs femmes dans une même maison, elles synchronisent leur cycle. Ah bon ? Oui. Non, mais c'est vrai ? Oui. Ah d'accord. Mais ça, c'est normal. Ah bon ? Oui, c'est ce qu'on appelle une résonance. Alors. Mais c'est quoi l'explication physique là ? Il n'y en a pas, quoi. Si, il doit y en avoir. Je pense que c'est essentiellement psychologique. Et quand on est très très loin, il y a des... Enfin, je ne connais pas la raison précise, mais je sais qu'il y a eu des études très très poussées et le résultat est net. Hein. C'est très facile à faire, ça. Oui, mais ça c'est normal. Les mères, les filles. Ça a un rapport, enfin je veux dire, ça influe. Bien sûr, le reste, bien sûr. Alors moi je pensais qu'il y aurait justement des influences psychologiques, c'est-à-dire les gens qui croient en ça. Ben oui, bien sûr. Oui. Oui, mais oui. Il peut y avoir. Mais
on le voit même pas. Voilà. Ben, c'est difficile de se forcer à coucher. Hein.